Salut les petits castagneurs. Salut à vous, mes potes de Castagne FM. Avant de commencer, on voulait vous faire une annonce. Oui, une petite annonce, alors c'est même plus un... Comment on pourrait appeler ça des excuses, un peu un mea culpa. On va appeler ça un mea culpa. Voilà, on a enregistré, on a diffusé d'ailleurs il y a quoi, Adrien, il y a une semaine ? Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, le podcast sur les Worlds IBGGF. Voilà, on a reçu, comme d'habitude, après, pas mal de messages, que ce soit sur le forum immédiat YouTube, ou même par mail, ou par Message privé. Voilà, par Facebook, tout ça. On a reçu des messages, et là, cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques erreurs, et que sur le coup, on avait heurté la sensibilité un peu de certaines personnes, voire un petit peu peiné certaines personnes qui font du jiu-jitsu brésilien, qui aident à faire avancer ce sport. Voilà, et notamment, voilà, on s'est trompé sur quelques résultats, sur plusieurs résultats de personnes qui, pendant des championnats du monde, ou même sur de simples combats, ont tout donné, et on s'est rendu compte qu'on avait pu leur faire un petit peu de mal, donc on s'en excuse. Sincèrement, et puis ça va être, alors on va pas là développer tout ça, mais Adrien vous mettra ça sur la page YouTube dans la suite en fait du podcast. On aura toutes les réponses, enfin toutes les petites erreurs qu'on avait fait, on va rattraper ça et on va noter un petit peu tout ce sur quoi on avait tort. Voilà. On vous remercie en tout cas. Continuez à faire vivre Castagne FM en envoyant des commentaires, vos remarques. Encore une fois, nous on connaît pas tout, on vous le répète assez souvent, mais on n'y connaît rien. Nous on est juste là pour faire parler des gens. Mais c'est vrai, on en parlait encore tout à l'heure, Adri, c'est une enquête en fait. Il faut vraiment que vous le voyiez comme ça, Castagne FM. On avance à chaque invité. Et même parfois, on en parlait la dernière fois avec David Giorsetti, il y a certaines personnes qui sont là depuis longtemps, dans l'univers du jiu-jitsu brésilien français, et qui découvrent certaines choses sur d'autres personnes qui sont là depuis très longtemps, mais dans d'autres régions, des choses comme ça. Il faut vraiment que vous compreniez que ça reste encore une histoire assez floue, et il y a le magazine JITS, qui s'emploie aussi à ça, et puis nous maintenant, on voyait ça vraiment comme une enquête, où pas à pas on avance, et puis on essaye de faire coller certaines pièces. Voilà, aidez-nous à ça aussi. Et nos invités, eux, racontent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu à travers ça. Ils posent des questions aussi, par moment. Voilà, et ce sont des gens qui connaissent leur domaine, mais qui connaissent pas tout non plus, ce sont pas des professionnels, on n'a pas de journalistes encore. Donc voilà, tenez-en bien compte, et en tout cas, on vous remercie de tenir au courant. Voilà. Et très bon podcast à vous. Maintenant, on va bien se marrer, là. Celui-ci, avec Manu Fernandez, on a bien rigolé. On rigole tout le temps, on rigole tout le temps. On espère que vous passerez aussi un bon moment. Amusez-vous bien, mes potes. Ciao. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Et bonjour à tous les petits castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Bienvenue sur Castagne FM. Salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va, Adri ? Ce qui me fait marrer, c'est que t'arrives encore à me faire rire avec cette intro à la con là. Parce qu'on sait d'où ça vient, nous. Ah là, c'est beau gosse, écoute. Un jour, je pense qu'il faudra expliquer quand même. Je sais pas si les gens sont prêts, c'est peut-être un peu trop bête quand même. Oui, c'est vrai, en même temps, on n'est pas les plus malins. On n'est pas les plus malins. Écoute, j'ai la pêche, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, ça va être cool. C'est vrai, et en plus, je te trouve, alors pour être très très franc, particulièrement beau aujourd'hui. Je trouve que t'es hyper bien habillé. Alors c'est très visuel, mais Jérémy, on est habillé pareil, on a le même t-shirt et complètement. On porte un petit t-shirt. C'est un jean Levi's que t'as ? C'est un petit jean Levi's, voilà. Un petit t-shirt bleu nuit avec un boxeur, un beau boxeur de couleur crème, ma foi, un boxeur moustachu. Voilà, que nous avons sur le torse. C'est flippant quand même, on te porte les mêmes fringues, on s'est pas consulté, ça devient un peu flippant cette histoire de Castagne FM, faut peut-être qu'on arrête. Pourquoi flippant ? J'ai peur, Jérémy. Laisse-toi faire. On a un invité, non, il me semble. J'espère bien. Il se laisse faire, lui, depuis tout à l'heure. Il est là, il attend, il nous regarde, il a les yeux ébahis. Il se demande ce qu'il fout là, je pense. Non, parce que je pense que d'ici quelques minutes, il est pire que nous. Ouais. J'en suis sûr, même. Salut Manu Fernandez, bienvenue sur l'antenne et dans les studios de Castagne FM.
Eh bien bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir de vous voir vos sourires et tout, et puis d'être en face de deux beaux gosses comme vous, c'est... Je Voilà. t'avais dit que c'était un homme de goût. Tu me disais non, je t'ai dit oui. Non, je déconne. Merci. C'est un homme d'humour. Ça fait longtemps qu'on voulait recevoir Manu ici pour plein de raisons. On vous en a parlé. Alors, plein de nos invités vous ont parlé de Manu Fernandez, principalement Julien Da Silva, puisque c'est toujours d'ailleurs son maître. Et donc, il est là dans le studio. D'ailleurs, on a 3 Manu dans le studio. C'est assez vrai, extraordinaire. C'est un truc un peu compliqué. 1, 2, 3, donc Manu que vous connaissez tous, avec qui on travaille au jour le jour. Manu qui est donc la compagne de Emmanuel Fernandez. Bonjour Manu. Bonjour tout le monde. Donc il s'appelle Manu, tu as fait exprès ou pas, Manu Fernandez, alors on va dire de trouver, de choisir une Manu pour être à tes côtés? Bah pas du tout, elle est venue un jour au club comme ça pour s'inscrire, puis elle a vu le prof, elle a dit tiens il est beau, tout de suite on est ensemble. Elle a des problèmes de cécité quand même, Alors, on est d'accord, elle voit pas bien, hein, on est... Alors non, moi je tiens à dire que ça s'est passé pareil pour moi. Quand on est allé s'entraîner une fois... Tu m'as vu et tu t'es dit, c'est ça l'idée, non mais je sais pas, je comprends pas. Non, je parlais de Manu Fernandez. Quand on est allé s'entraîner à Bordeaux. C'est vrai, moi j'avais des yeux que pour Julien Da Silva. On arrête. On arrête là, c'est bon. Oh le faillot. Oui parce que je disais pas ça il y a quelques minutes, je suis assez d'accord. Oh Juju, C'est vrai. ce qu'ils ont dit avant, je te raconte. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés alors? Au club. Manu, je veux que ce soit toi qui me raconte votre première... Alors Manu Fernandez, putain ça va être compliqué. Manu F, je veux que ce soit toi qui me raconte votre rencontre. Bah en fait c'était au club d'Angoulême. Donc j'étais au bureau, Emmanuel E est venu pour demander des renseignements pour s'inscrire. Au début c'était pour le MMA. Voilà, et puis après elle a parlé hyper vite, donc j'ai pas tout compris. Et puis en fait elle s'est inscrite, elle est venue, elle a commencé par le MMA. Et puis petit à petit elle a dévié vers le Jiu-Jitsu. Et puis maintenant elle fait que Jiu-Jitsu. Et puis de fil en aiguille, on s'est vu plus, voilà. Et puis maintenant on est ensemble, ça fait 5 ans. Et puis alors Manu, parce que donc on se connaît un petit peu quand même, on va pas faire les gens qui ne se connaissent pas. Manu est une de tes, on va dire, championnes, une de tes athlètes à suivre au sein de l'Académie Pythagore. Ouais, Manu en féminine, ça fait 3 ans qu'elle gagne les France. Elle a gagné 3 années le kimono, 2 ans le nogi et elle perd en nogi l'année dernière. Voilà. Et là on va essayer de faire une 4e victoire aux France. Hein. Voilà. C'est beau quand même. Ouais. Tu penses que c'est votre relation joue dans le fait qu'elle s'entraîne plus et que donc le niveau, etc. Non, je pense pas. Je pense que elle se croit pas compétitrice, mais moi je trouve qu'elle a quand même une âme de compétitrice. Donc disons que quand il y a une compétition, tout de suite elle veut monter sur le tapis pour aller combattre. Par contre, une fois que la combat est passée, bon, faut la compète. C'est une vraie Voilà. attitude de compétiteur. Je C'est pense marrant parce que c'est ouais, Julien Da c'est- Silva qui a la même attitude. Je me demande si vous Exactement. n'avez pas la même Exactement. relation. C'est très étrange en fait. Mais ouais, non, je sais pas. Non mais il faut venir s'inscrire dans ton club en fait, c'est cool. Eh ouais, bah oui. Venez. À vos risques et périls. Vous allez découvrir des sensations, de vraies sensations. Vous risquez de tomber amoureux du prof, on vous prévient. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Alors après Manu, bon on n'a que 2 micros, hein, vous savez comment ça se passe. Manu E, donc ta compagne. Il y a quelque chose quand on arrive dans ton club. On s'y sent bien. Alors après, moi je suis pas une femme, mais on s'y sent bien, on s'y sent accueilli, on s'y sent machin. Et je pense qu'il y a de ça aussi. C'est vrai que tu as quelque chose, tu rallies les foules quand même. Bon après ça, ouais voilà. Donc beaucoup de gens viennent aussi pour l'ambiance, pas c'est forcément ça. pour le jiu-jitsu uniquement. C'est en fait le jiu-jitsu avec mon frère, on s'en sert de. C'est ce qui nous sert de lien. Nous, on a toujours faire l'amitié, les copains, voilà, c'est vrai, depuis tout petit, c'est toujours ça. Se retrouver avec des potes, faire des activités et tout. Le jiu-jitsu, c'est vraiment le noyau, ça nous sert, mais c'est ce qui nous permet de rallier plein de potes. Voilà. Et au club, ouais, on a 3 valeurs, amitié, convivialité, sérieux. Voilà, c'est trois valeurs. Adrien, qui sur la tiennent à convivialité, il y a un truc que Non. tu veux nous dire? C'était plutôt sur le sérieux pour le coup. Non mais il y a quelque chose quand même sur la convivialité. La première fois qu'on a débarqué chez Manu, à Pythagore. On en a déjà parlé, donc on venait de faire le voyage Paris-Bordeaux. On arrive, on fait l'entraînement, on était bien claqué parce qu'on l'avait fait en bagnole. Et donc on arrive à Pythagore, Bordeaux, on débarque, boum boum,
on met le kimono direct, on s'entraîne, c'était un peu dur. On se fait péter la gueule. Ouais, Je voulais pas en parler. Moi, je voulais que l'histoire retienne qu'on avait été fort. Ouais. On Ouais, peut mais pas vous mentir. avez été bien, hein, franchement. Ouais. Ok, d'accord. C'est sûr, non, c'était chaud hein, après là. Et donc, douche, tout le monde se rhabille, et là, étrangement, personne ne part du club. Les gens restent, et derrière un comptoir se trouve une tireuse à bière. Et, Non, mais rappelle-toi, c'est que Manu nous appelle. Hey, vous voulez une bière? Et je me suis dit, mais il rigole ou qu'est-ce qui se passe? Et il y a une tireuse à bière derrière le comptoir. voilà, c'est ça. Ouais. Dans la nouvelle académie, parce que alors tu vas nous en parler un petit peu de l'évolution de Pythagore, il y a une tireuse à bière. Alors, il y a aussi. pas on n'a plus la tireuse, mais on a mis un grand frigo et puis il y a les bières. En fait, c'est les élèves et moi-même qui on gère le bar. Voilà, et on s'est fait une petite cagnotte. Les gens passent derrière le bar, mettent une petite pièce, ils vont racheter des bières, ils remettent dans le frigo. En fait, c'est le club de tout le monde en fait. Parce que normalement c'est quand même de la saillie, des choses comme ça qu'on y On trouve a quand même. açaï, Ouais, on a açaï, bière. on a açaï, bière et des jus de fruits, bien sûr. mais, Pour aller avec la vodka, Mais enfin on a des trucs. mais je sais pas pourquoi les gens préfèrent aimer la bière. On se demande pourquoi. Ouais. Ce serait bien qu'on présente un peu qui est Manu. Je suis d'accord. Manu. Mais c'est lui qui va se présenter. C'est vrai, Manu, exactement. Qui es-tu? Manu, parle-nous de toi. Eh ben voilà, Emmanuel Fernandez. J'ai un surnom, c'est Pythagore. Voilà, que j'ai donné le surnom à l'académie. Et ce surnom, il m'a été donné par un Parisien, un très très bon ami, il s'appelle Dao Votrung. Qu'on a D'accord. reçu à ce micro. Ouais. Et Dao, c'est vraiment un ami de longue date, je pense depuis le début, puisqu'on a commencé, je pense qu'on a commencé ensemble avec Dao. Et lors de mes premiers combats en Angleterre, je gagnais tout par triangle, mes premiers combats MMA. Et à l'époque, tout le monde se donnait des noms un peu Pitbull, la Bête, The Beast. Et moi, ça me correspondait pas avec ma tête et tout. Et lui, il m'a dit, tiens, on va t'appeler Pythagore, ça te plaît? Oh, bah ouais, ça me botte. Puis j'ai gardé, voilà. Voilà la petite histoire pour Pythagore. Ok, d'accord. Voilà. Manu Pythagore Fernandez. Exactement. Et moi, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 13 ans, par le jiu-jitsu traditionnel, avec Maître Pouzé, qui est maintenant 7ème dan de judo jiu-jitsu. Ensuite, tout en continuant le jiu-jitsu traditionnel, je suis passé au judo. Voilà, j'ai été en sport-études, judo, j'ai passé mon brevet d'état, j'ai eu un niveau national judo. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions judo. Voilà, après j'ai eu des professeurs assez connus dans le monde du judo. J'ai eu les frères de Coster, donc Jean-Pierre et Serge ont été champions du monde militaire. Et Bruno a été champion de France, qui est mon professeur attitré quand j'étais sur Cognac. Voilà. Et en fin 96, début 97, on a commencé à faire du jiu-jitsu brésilien. Et toi, tu as aujourd'hui tu as 47 ans quand même, faut préciser. Ouais, j'aurai 47 ans le 12 juillet. Oh, ok, parfait. Ouais. Et donc, tu as commencé par le MMA ou tu as commencé par le Jiu-Jitsu, toi? Ah non, jiu-jitsu. T'es un Jiu-Jitsuka. Ouais. Et t'as fait ça, tu as grandi à Cognac, toi? Tu es de Ouais, Cognac? moi je suis natif, je suis né à Angoulême, mais j'ai passé toute mon enfance Cognac. Et t'es toujours à peu près dans le coin, parce qu'aujourd'hui t'es à Bordeaux. Mes parents en gros. vivent à Cognac, donc on y va régulièrement. En étant à Cognac, le lien avec Dao, qui lui est sur Paris, hein. Tu T'as commencé avec lui. Ouais, mais à l'époque, on bougeait pas mal. Il n'y avait pas tant de compétitions que ça. Donc, les premières compétitions, on va dire, qu'il y a eu en Jiu-Jitsu, c'était les Open de Paris qui avaient organisé par Christian Derval. Il y a eu aussi des Open qui n'existent plus, l'Open de Dijon. Voilà. Après, il y avait Guy Mialot qui organisait à Thonon-les-Bains la Coupe d'Europe. Donc voilà. Et donc, sur Paris, on se retrouvait tous, quoi. Donc c'était des équipes différentes, mais en fait on était vraiment que des potes parce qu'on n'était pas si nombreux que ça en fait. Hein. Voilà, mais on se retrouvait tous, on savait qu'à chaque compète, on savait qui on allait avoir dans la catégorie parce qu'on n'était pas des masses et des masses. Hein. Vous connaissiez tous, évidemment. On se connaissait tous, chaque fin de compète, on faisait des photos de groupe avec toutes les équipes. C'était une autre ambiance, c'est normal. Hein. C'était plus convivial, t'as cette parce que c'est ça qu'on entend un petit peu quand on t'entend parler. Ouais, Ça qu'on retient un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus chaleureux. Voilà. Chaleureux, oui, parce que il y avait moins de monde. Moins de business. Donc, beaucoup moins de business. On avait des kimonos, c'était pas du tout. Il n'y avait pas toutes ces marques et tout ça. Mais moi, j'aime bien aussi le côté marque qui se développe maintenant. Hein. Le jiu-jitsu doit se développer pour grandir et puis pour attirer de plus en plus de monde. Mais ouais, moi, j'ai un petit côté nostalgique des compétitions avant où on était carrément au bord du tapis. On était à 50 cm de notre pote qui combattait. Vas-y, passe ta garde. Voilà, mais c'était une autre ambiance. Après, maintenant, ce serait plus possible parce qu'il faut que ce soit quand même
visuel, plus joli. Des gens autour du tapis, ça faisait bordélique un peu. Mais il y avait cette ambiance Puis je un pense peu qu'il y avait- brésilienne. mais il devait y avoir plus une ambiance un peu plus interclub. C'est-à-dire C'est où ça. vous vous connaissiez tous Tout et à finalement fait. la personne que tu rencontrais, tu la connaissais. Ça devait être un petit peu différent quand même. Est-ce que tu combattais, tu penses, de la même manière que ce que tu vas. De la manière dont tu vas combattre aujourd'hui, tu penses? Bah pas du tout. La même intensité. Déjà le bagarre. Ah, avec l'intensité. Bah déjà j'étais plus jeune, donc on découvrait le jiu-jitsu brésilien. Nous on avait vu Royce Gracie dans la cage, donc le jiu-jitsu brésilien, tout ça. On voyait un peu quelques trucs en combat. Oh là, mais une ceinture bleue, mais le niveau il est monstrueux chez les bleus. Enfin pour nous une ceinture bleue c'était. Enfin pour moi en tout cas. Je dis oh là là. Alors là, Redis-nous, je sais pas si tu l'as dit, tu as commencé chez qui à Cognac? Parce que donc tu as commencé à Cognac le jiu-jitsu Personne. brésilien. Donc En fait, comment vous je avez suis fait? judoka, donc j'ai commencé en judo et à ce qu'on appelle la partie debout, qu'on appelle tachiwaza, et la partie sol qu'on appelle newaza. Donc tous les judokas, normalement, font du newaza, font de la partie sol. Voilà. Après, le règlement judo fait que beaucoup de judokas se mettaient en turtle, en quatre pattes, pour attendre le maté et repartir en debout, puisqu'ils préféraient la projection. Mais le judo originel, au sol, qu'on appelle aussi, il y a une école qui s'appelle le Kozen Judo, c'est du jiu-jitsu brésilien. Ça partait sur le dos. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papy, qui est aujourd'hui décédé, qui est le fondateur du judo club de Cognac, qui s'appelait Alcide Gibaud. Et lui qui a appris avec ces gens-là à travailler sur le dos. Donc j'avais un petit bagage déjà un peu jiu-jitsu brésilien avec un travail sur le dos. Et on a développé comme ça. Donc avec mon frère, tous les week-ends, on partait à Montluçon. Donc c'est pas la ville non plus la plus peuplée. Mais c'est pas là-bas que tout le monde descend. Hein, non, Montluçon. mais il y avait Guy Mialo. Et Guy Mialo est la première personne en fait qui était aux États-Unis et qui a ramené un peu le jiu-jitsu brésilien. Gilles Arsène nous en a parlé de Guy Mialo, Voilà. ouais. Bah, pour moi, c'est le premier qui a ramené. Il y a eu Christian Derval qui l'a suivi aussi. Mais Guy Mialo a été vraiment le premier. C'était quelqu'un qui partait souvent aux États-Unis pour le full contact. Il a rencontré Bill Wallace et de ça. Il est revenu après sur Montluçon avec le jiu-jitsu brésilien. Et tous les week-ends, il proposait de se retrouver dans son club et d'échanger. Donc ça venait de toute la France. Et on dormait sur le tatami, on mangeait dans le petit restaurant en bas. Vous vous retrouviez à combien? Franchement, des fois on était 15, 20, des fois on était 10, des fois on était 8. À Montluçon. À Montluçon. Quelque part, c'était devenu un point névralgique du jiu-jitsu brésilien C'était français. un peu central. C'est incroyable parce que Mais tu nous c'était ça, racontes, ça, on la n'a vie. jamais entendu parler de ça. Ce serait le, bon, sans parler du cercle Tissier, mais ce serait un petit peu le point vraiment d'évolution du jiu-jitsu brésilien. Ben, Un des points je avec, pense avec le cercle qu'il y a Tissier. eu Paris qui a eu son point quand même. Paris, Oui, mais le truc c'est que Paris, il y avait un côté organisé et qui finalement suivait l'enseignement, on va dire, de Rickson, qui venait une fois de temps en temps. Les gens y allaient une fois de temps en temps. Donc il y a un côté plus. ça je pense c'est arrivé après. Je pense. Ah, je pense, donc je- Montluçon serait là j'en avant. Il y a plus un Moi, côté je pense. centre de recherche. C'est ça que je Moi, veux je dire dans pense. Montluçon. Parce que C'est nous, drôle ce truc. Attention les révélations sur Castagne Non, FM. mais C'est incroyable. il y a On va des mettre des profs bandeaux, dans le groupe qu'on était, il y avait des professeurs de judo comme moi. Et donc on amenait notre bagage Newaza du judo, on travaillait ça. Et Guy, lui, qui avait déjà été au Brésil, avait ramené des cassettes VHS. Donc on mettait en commun là, et le soir, on mettait des cassettes VHS jusqu'à 2h du matin, on regardait les cassettes. Oh là, regarde ça, bon vas-y, fais ça. On faisait les premiers triangles de la garde, les trucs comme ça. Et on chopait les C'était techniques. c'était plus un laboratoire. Ouais, c'est exactement. Un open mat mise en commun avec les copains. Incroyable. Pour ça, on n'a jamais entendu parler. Ben, Et ça pour toi c'est avant Tissier. Bah ouais. T'as des gens de Ou Tissier alors qui ça sont s'est des. fait en Attends, même temps. vous- ouais. Eh ben non. Je pense c'est pour ça qu'il y a eu, je pense, deux pôles. Il y a eu Paris, puis peut-être Montluçon. Parce qu'après, il y a eu une scission entre. Non. Paris, parce que je pense que Rio Christian de Derval Janeiro, Montluçon. dit. Ouais, ça fait. Non, mais je pense qu'il y a Christian et Guy, ils ont eu une scission tous les deux. Et Christian Derval, qui était vraiment un judoka connu et tout, a toujours cherché vraiment lui à organiser, à développer la chose avec la Fédé Judo aussi. D'accord. Et Guy, lui, était plus en freelance comme ça. Et ouais, nous, on a été sur Montluçon, voilà. Enfin, pour ma part, en tout cas, pour mon histoire Jiu-Jitsu, ça s'est passé sur Montluçon. Et après, on est fait les premières compètes organisées sur Paris par Christian Derval, l'Open de Paris. On est allé faire, c'était nos premières compétitions. Et là vous aviez pas besoin d'être rattaché à un club ou un truc comme ça parce que. Il n'y avait pas de fédération, il n'y avait rien du tout. Hein. C'était nous, on faisait partie du club de Cognac. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Mais donc Ouais. c'était en gros c'était des compétitions de Newaza en fait. C'est ça. Non, parce qu'il y en a qui faisaient pas de judo. Hein.
Il y en a qui avaient vu le jiu-jitsu brésilien, ils avaient monté une association en 1901, pop, Et jiu-jitsu. vous étiez sous aucune fédération, aucune... c'est vraiment des questions toutes bêtes, comment vous vous assuriez comment... Eh ben, je me rappelle plus, en fait. Je pense que il devait y avoir une assurance à la journée, je pense... voilà. Avec la salle, quoi, qui venait Voilà, avec la salle. Je pense que c'est ça, ouais. C'est- Mais ouais, c'est l'histoire, ouais. T'en on a parles commencé avec comme beaucoup de... On sent que t'en parles avec ça. Ah, beaucoup... moi, c'est... avec ouais, un bon c'est des- souvenir, c'est avec mes beaucoup de souvenirs, nostalgie. ouais. C'est vraiment des super souvenirs. Moi, j'ai commencé comme ça, donc le jiu-jitsu brésilien, c'était l'histoire. Comme je dis, hein, on voyait une ceinture bleue. C'est marrant aussi, on C'était- n'a jamais eu personne qui avait un espèce de background sur le dos. De la première génération. T'as fait exprès background ou pas? Ouais. Parce que je sais que t'as un problème avec l'anglais. Non, Ouais, mais je suis T'as fait bilingue, je suis exprès ou bilingue. pas Je francise, moi. Je sais, c'est pour ça que je te demande si t'as fait Voilà. Si je pouvais, je l'aurais dit dans une autre langue. Et non mais on a personne qui connaissait le jeu sur le dos avant. Tu fais partie peut-être le seul qu'on ait jamais entendu dire moi je savais un petit peu bosser sur le dos. Bah ouais, après parce que T'as eu la chance. j'ai eu la familiale. chance d'avoir ce professeur Alci Jibo qui a travaillé avec maître Sato et Ishiro Abe. Voilà. Et moi j'ai mon père aussi qui est un judoka, qui est ceinture noire de judo et qui lui était à l'école de Michigami de Bordeaux. Donc voilà, moi j'ai eu quand même autour de moi des gens qui pratiquaient déjà un certain judo. T'avais un vrai background de sportif quoi. Voilà. Et T'avais un- je pense sur ma vie j'ai rencontré des T'avais bonnes un personnes. background dans les sports de prévention quand même. Ouais. T'avais un bon background en tout cas de ce niveau-là. Et toi quel est Ouais. ton background Jérémy? Enfin le background, ouais, je l'avais. Le background, ça devient background. Background. On règle ça après la fin de l'émission. Hein. Non, je te laisse Adrien, tu règles ce que tu veux avec De toute Adrien. façon, on est 3 Manu, je Non, pense non, que non, 3 non, contre non, 2. non. Mais c'est rigolo. Et alors, tu vois, on en parlait un petit peu juste avant. Et là, tu viens d'ouvrir une nouvelle salle sur Bordeaux. Vous étiez Ouais. avant pas très loin de l'ancienne, tout ça, qui est plus grande, tout ça. Mais on en parlait juste avant le début du podcast. Et tu nous disais que tu n'aimais pas, toi, les salles. Tu les as décrites à l'américaine, où voilà, qui sont très grandes, il y a un côté un peu plus impersonnel et tout. Et maintenant que tu nous dis ça, en fait, je comprends pourquoi. Parce que c'est un peu le rêve de toute personne qui a sa propre salle demain, d'avoir une, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, une usine. Parce que bah déjà financièrement c'est quand même pas trop mal, et puis surtout bah, ça augmente les chances de former des champions, et d'en vivre, et que eux en vivent, etc. Mais quand tu nous parles de ça, en fait, je comprends un petit peu. C'est aussi ta manière de transmettre ton histoire aux gens que tu entraînes tous les jours, quoi. Bah t'as bien compris. Super, hein, que tu viens de le Ça, tu résumer. pourrais aller t'y entraîner, en fait. Ça te dérangerait pas. Non, mais c'est pas ce que toi tu veux si, pour toi. après, je boxe du jiu-jitsu, du MMA, je mélange les cours. Pendant qu'il y a un cours de jiu-jitsu, il y a un cours de MMA et tout. Mais j'ai ce côté martial qui a fait tout mon parcours. Et faire des cours pendant qu'il y en a qui tapent dans le pao. Moi, faire un cours jiu-jitsu, j'ai besoin des fois d'être posé, même si je mets de la musique au jiu-jitsu ou je déconne et tout sur le tapis. Ouais, mais parce je que peux c'est quand pas même pas les mélanger cours deux les cours. plus concentrés qu'on ait fait quand même, hein, les Non, toits. non, Fais gaffe. Chez toi, non, mais c'est vrai, ça rigole beaucoup. Ouais. C'est Ouais, on rigole, mais on est concentré quand même. ah non, mais attends, alors. Mais, On va parler après de l'académie ouais. Pythagore. Excuse-moi, je t'ai coupé Adrien, mais c'est quand même une des académies qui en France fait, on va dire, certainement le plus de résultats à l'international sur les gros rendez-vous internationaux. Vous en avez quand même beaucoup. Donc quand je dis ça, et puis on connaît le jiu-jitsu brésilien, entre guillemets, plus c'est détendu, mieux ça fonctionne en fait le JJB. Hein. Donc quand je dis ça, c'était vraiment pas négatif. Hein. Ouais. C'était vraiment Ah. faire arracher la tête. putain, j'ai eu peur. Et tu t'es bien rattrapé en tout cas, bien joué. Non mais du peu que j'en connais, parce que je me suis un peu entraîné au Brésil, un tout petit peu, t'avais un côté où effectivement les gens, bah, c'est des Brésiliens, déconnent beaucoup, mais ils ont quand même une grosse autogestion. C'est-à-dire que quand tout le monde déconne, tout le monde se vanne, mais quand le maître dit allez stop, quelque part ça s'arrête vite. Il y avait peut-être cet esprit-là, j'en sais rien. Hein. Peut-être que j'invente aussi un peu. Hein. Ouais, bah, voilà. Mais c'est pour ça que les grands GMRN, je trouve ça très bien. Mais moi, il va s'étouffer. Ouais, on est en train de perdre Jérémy, vas-y. Mais moi, j'avoue que je préfère garder cette petite salle. Donc après, c'est mon métier aussi, hein, donc forcément un grand gym, ça serait bien plus profitable pour moi peut-être financièrement. Mais je veux pas tomber dans le truc. Le jiu-jitsu c'est mon boulot, mais faut pas que ça devienne. Comment dire, faut que ça reste ma passion. Voilà, je veux pas être esclave du jiu-jitsu.
Ah, j'ai tant de cours à faire, là faut y aller, il y a trop de cours. Alors, faut que ça reste ta passion. T'en as quand même fait alors un business. C'est pas, y a rien de négatif quand je dis business, mais t'en as quand même fait. Alors t'en Oui, as bah, quand même c'est fait. ma- c'est un business, c'est mon C'est comme ça que tu en vis aujourd'hui. Et c'est une belle Exactement. réussite d'ailleurs, a priori. Hein. Tu nous parles un peu de Pythagore? Ouais. Non, ça m'intéresse pas au sujet. Vas-y, fous-moi le camp. Donc avant l'équipe on l'a créé avec mon frère, donc ça s'est appelé Team Fernandez dès l'arrivée à France, voilà. Et on a commencé on va dire 97. Voilà, Tout de suite. Le début ouais, tout de suite on a monté notre petite équipe. Donc t'as commencé Jiu-Jitsu 96-97, tout de suite Et t'avais tout de suite, ton équipe. Exactement. On s'est monté le Team Fernandez, voilà, on s'était fait faire des patchs. Alors à l'époque, on était sponsorisé par la tonnellerie Vicard, donc on avait une barrique. Bon, Attends, que, pardon, ouais. par qui? Eh ben, on était. C'est un ami à moi d'enfance, quand on était à l'école ensemble, et qui tient une tonnellerie Écoutez à bien les Cognac. sportifs, hein. Écoutez Et bien qui- les sportifs, hein, la diète, tout ça. Écoutez bien. Et qui tient une très grosse tonnellerie. Et ça Tonneau, s'appelle. donc il fabrique des tonneaux. Exactement. De quoi? Et ben, pour mettre du cognac, du vin et du. Et du c'était coup, le sponsor. exactement, tonnerie Vicard, j'avais été voir mon pote, il dit est-ce Ouais. que tu serais d'accord de nous sponsoriser? On va aller au championnat de France, une Coupe de France. Il dit pas de souci, il nous fait des thunes pour payer le déplacement, l'hôtel, le camion. Et on s'était fait faire des patchs avec une barrique, avec Tim Fernandez et tout. Et, Avec une barrique. ouais, c'est Tu une l'aurais barrique. ça encore le truc? Bah bien sûr, j'ai des photos. Ah je serais. Je j'aimerais beaucoup voir ça. retrouve les photos dans les albums, je vous l'envoie. Et je crois même sur des photos, on voit les copains, on a fait des photos avec les sponsors, et on voit même Dao et de ça, les photographes. Il vous avez donné beaucoup d'argent? Je sais plus, non, c'était pas, mais je crois que c'était en francs, c'était 2000 francs ou 2500 francs, un truc comme ça. C'est sympa quand même. Mais Hein. non, franchement, pour nous, c'était génial quoi. On commençait le jiu-jitsu brésilien et déjà un pote qui tenait cette tonnerie nous dit ouais, moi je vous aide. Jiu-Jitsu lifestyle quoi. Exactement. Tonnellerie Ricard. Tenez-le. Vicard. Vicard, pardon. Voilà. Tu le vois encore? Et ben, je le vois plus, mais il vit à Bordeaux maintenant. Il a acheté un château, il fait son vin, il a acheté des vignes et tout. D'accord. Et on est en lien sur Instagram. Voilà. Mais là, il n'y a plus de sponsoring, il n'y a plus Non, rien. bah là, je vais plus. Je continue pas à le voir pour ça. Mais ouais, faudrait que j'aille voir son château, goûter le vin. Je pense que ça serait sympa. Ouais, mais c'est pas trop ton genre donc. Ouais, dans la Ouais, on ouais. sent que. Non, mais bon, enfin. Je vous raconte après. Et puis voilà, donc pour Pythagore, on a commencé comme ça. Après, quand j'ai eu le surnom Pythagore, on a tout dévié. On a passé Académie Pythagore. Et au jour d'aujourd'hui, on doit être 23 ou 24 Académie Pythagore. Donc sur la France, sur le territoire Et français. attends, Là. Attends. Parce que Adrien a une très belle théorie sur ton développement des académies. Alors vas-y, je te laisse nous dire où sont tes académies, puis ensuite Adrien. Alors- est-ce que t'en as vers Arras-Dunkerque? Oui. Eh ben non, j'ai vers Normandie. Strasbourg. Vers Strasbourg. Ah, non. Non mais Non. Est-ce que t'en as par À exemple Maubeuge. en Norvège par là? Est-ce que t'en as par là? Non, mais en il m'a- Russie? il m'appelle pas, il En m'appelle Russie. pas. Sibérie. En Voilà. Sibérie. Et maintenant on recommence. Oui, Est-ce que tu en as à La Réunion? oui, Est-ce que tu en as À l'île Maurice. à l'île Maurice? oui. Est-ce que tu en as aux Seychelles? Non, pas les Seychelles. Est-ce que tu en as aux Antilles? Oui. Voilà, on vous laisse deviner comment Manu a placé ses académies. Ouais, c'est pas du comment j'ai placé, c'est les gens qui m'ont contacté. Oui, J'ai bah oui. répondu favorablement. À certains et pas à d'autres. Ouais, j'ai répondu à tout le monde. Non, mais ouais, c'est les. Au niveau des dom-toms, ça a commencé par la Réunion et ça fait 10 ans. Ouais. Ça va Au niveau faire du 10 ans. soleil, Ouais. tout ce qui est chaleur. D'accord. Bon, après, j'ai d'origine espagnole, il me faut du soleil, de la chaleur, sinon je rouille, c'est Ouais, pas bon. ouais. Donc voilà. Donc ouais, Réunion, Martinique, Guyane, Ouais. Maurice. Tous les pays chiants un peu. Ah ouais, ça doit être. Aller donner des stages là-bas, ça doit être relou et tout. Enfin, Bah, franchement, ouais, ouais, il y a- folle là. Il y a le Jetline. Jet lag. Jetlag. C'est ton bougroun d'anglais ça qui t'a besoin d'américain. Bon, alors là, ok. Ouais, non, c'est mine de rien, c'est quand même fatigant les voyages. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, voyage en première, comme ça t'es moins fatigué, on arrive. Ou envoie Jérémy, hein, Tranquille, ouais, ou envoie-nous. Tu nous montre-nous ce que tu veux quand et on y va nous. à ta place. C'est Comme vrai. ça, tu seras moins fatigué. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, tu seras moins C'est vrai. fatigué. Ah, tu serais étonné à quel point c'est vrai. hein. Nous, le jetline, on le prend Et tranquille. il y en a en France aussi, voilà, beaucoup sur la côte atlantique. Ah là 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 là. Tu en as combien en France? En France métropolitaine. Deux. Non, il y a La, 14, 15 mienne. peut-être, non, je sais plus, un peu plus peut-être, je sais plus, faudrait que je Attends, compte. mais alors donc t'as dit que t'avais donc 30 académies quand même. Parce Non, que là, pas 30. on rigole, Je on pense qu'on rigole. doit être 23 ou 24.
Manu et moi, on est à combien d'académies? Comme ça, t'en as au moins 10 en France, au moins. Ouais. Une 15, ouais, 10-15. 10-15 en France. Ouais, à peu près. Ça va à Normandie, il y a Rennes, Angers, puis ça descend après. Il y en a une à Nantes, Paris, donc. Paris. Et c'est quand même surtout autour de ton coin, autour de Bordeaux quand même. Je crois qu'il y a quand même Angoulême, Cognac, Bordeaux. Et voilà. C'est quand même C'est- beaucoup ton coin. Dans la quand même. Nouvelle-Aquitaine, ouais, il y en a quand même plusieurs. Voilà. Et après, bah, il y a des nouvelles qui nous rejoignent. Là, il y a Annecy qui est rejoint. Il y a Arles. Donc, qui c'est qu'il y a d'autres encore? Et donc, quelque part, c'est toi maintenant qui a le plus gros réseau français, on va dire, qui part de France, d'académies. Je pense. Olivier Je Michalesco avec la LMK Team en a une petite vingtaine, mais toi, tu as une grosse vingtaine. Ouais, je Puis pense. tu es plus ancien enfin, tu as commencé ça largement avant, mais c'est quand même très notable. Hein. Comment ça se passe pour être affilié à Académie Pythagore? Tu veux en parler? Comment ça se passe? Quelles sont les Tout à conditions? fait. Il y a, les gens me contactent. Voilà, ils disent bonjour, je suis tel club, on aimerait rejoindre l'équipe Pythagore. Je dis bah super. Il dit comment tu t'appelles? Enfin, tu fais quoi? T'as commencé avec qui? Je me renseigne. Tu checkes un peu le background quand même. Ouais, c'est important de savoir d'où il vient quand même. Exactement. Le Mais, boulgour. Tu checkes un peu le boulgour de la personne quand même. D'accord. Exactement. Donc je me renseigne. Après et puis je vois aussi au téléphone si le feeling ça passe bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu connais tout le monde aujourd'hui en Oh, France. pas tout le monde. Je bouge moins qu'avant quand même. Mon frère bouge beaucoup. Mon frère rencontre pas mal de monde. Peut-être plus que moi maintenant. Mais ouais, je connais, on va dire dans les anciens. Et puis dans les nouveaux, j'essaye de voir tout le monde, rencontrer. Mais j'avoue, je connais pas tout le monde. Quelles sont les obligations pour un club aujourd'hui pour être affilié Pythagore. Un des 3 principes: amitié, convivialité et sérieux. Voilà. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tu demandes Ouais. pas plus. Il n'y a pas de curé. Il y a un contrat. Il y a, Ouais, un contrat. il y a un dossier d'affiliation que les gens remplissent. Mais il y a comment avec on un fait code moral à l'intérieur. D'accord. D'accord. Donc, ouais, déjà, le fait qu'il y ait le code moral, les gens se disent bon, bah voilà, il y a un certain respect, quelque chose que je veux voir. Voilà. Après, les consignes, c'est de porter les couleurs de l'équipe et de me faire venir au moins une fois dans l'année en stage, que je puisse voir tout le monde, faire des remises de grades et tout ça. Mais est-ce que tu leur demandes de suivre un programme? Je trouve enfin mon Non. mot. Il n'y a pas de programme. C'est-à-dire que Non. quelque part. Je connais pas assez le jeu Pythagore en général, mais j'en sais rien, admettons que vous soyez tous des gros passeurs de garde, c'est votre truc et tout ça. Il n'y a pas d'obligation de répondre à une Non. Non, parce que je pense que chacun a son propre jeu de jiu-jitsu. Moi, Voilà. jamais. Après, où j'insiste pas mal, c'est sur les bases. Voilà. Chez Pythagore, enfin les clubs Pythagore le savent, moi je laisse une ceinture blanche, ça reste 3 ans. Après, on va dire, ouais, mais aujourd'hui, c'est pas 3 ans, c'est long, ça sert à rien. Bah ouais, moi il reste 3 ans. Voilà. Voilà, t'es pas Voilà. content, c'est le même. C'est en fait, mais je suis la pas- bleue aussi, hein, vous avez une limite, non? Comment En bleu aussi, vous avez un timing, je crois, non? Ouais, mais en fait, je me soucie pas trop des textes des limites. Moi, Je parle pour toi. Ah bah moi, après, j'attends si des fois il va avoir 1 an et demi bleu, il dit putain mais vraiment bon il va passer violette. Voilà. Et des fois je vais attendre un peu plus. Mais c'est vraiment à la blanche où je laisse 3 ans. Pourquoi? Parce que je veux que les bases soient sûres. Je veux que ce soit sûr quand je reviens. Et je suis un professeur qui rabâche tout le temps. Donc quand j'ai fait un thème sur de la technique de base, je regarde là en combat. Ah putain mais il contrôle pas, il sait pas sortir sa jambe de demi-garde. Allez boum, je refais le thème de la demi-garde et on reprend. Donc les élèves peuvent dire putain mais ouais, mais après par contre quand ils l'ont, je sais que ça c'est acquis, c'est du acquis, je peux passer à autre chose. Voilà. Je suis un professeur un peu qui rabâche un peu à la japonaise. Hein. Tu trouves que c'est devenu trop facile le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui? Trop facile non. Tu parles en compétition? En évolution. En évolution, peut-être. Je pense qu'il y a un truc que je déplore, c'est la chasse au grade. Moi, j'ai jamais réclamé une ceinture. Mais il y en a qui attendent les ceintures, disent ouais, mais quand même, ça fait longtemps que je fais. Pourquoi ils me donnent pas ma ceinture? Alors, on vient pas me le dire à moi, mais ça parle des fois. Ça fait longtemps que je suis là, Manu, il a peut-être oublié et tout. Non, j'oublie pas. Mais c'est où des fois je vois pas trop la personne, où je suis fixé sur autre chose, voilà. Mais ouais, la chasse au grade, moi j'aime pas ça. Hein. C'est. Et qu'est-ce que tu penses des gens? Enfin, tu as un avis, après t'as pas forcément d'avis, hein, sur la façon dont les autres académies remettent les grades, peut-être
je vais pas dire plus lentement que toi, parce que toi, a priori, tu prends ton temps, mais Mhm. des gens, bah voilà, t'es là depuis 1 an, t'as ta ceinture bleue. Je juge pas, c'est leur façon de travailler, je la respecte. Ok. Sincèrement, j'ai pas mon mot à dire sur ce genre de choses. C'est chaque professeur a ses qualités, ses compétences, peut-être aussi des lacunes, je sais pas, mais moi je respecte tout ça. Ils ont cette vision du jujitsu et c'est respectable, voilà. Moi j'ai la mienne. C'est ça qui est bien dans le jujitsu, c'est que chacun peut travailler un peu comme il l'entend, développer le jujitsu comme il l'entend. Voilà, il y a ce côté-là. Après, moi j'ai ma façon de voir aussi. Je pense que une ceinture blanche 3 ans, c'est bien. C'est long, 3 ans quand même. Oui, c'est très long. Par rapport à la moyenne. Bah, Après, pour vous maintenant, à notre époque, c'était pas long. Oui. Moi, je m'en rappelle. Oui, je me mais à suis votre dit à époque, il y moi-même, avait personne jamais aussi. j'aurai ma noire en jiu-jitsu brésilien. Ouais, Ouais, mais noir, quand- judo déjà. Le truc, c'est que vous aviez pas de prof référent professeur, qui venait d'Internet. vous Ouais, donner les d'accord. ceintures. Quelque part, j'imagine que les premières ceintures que tu as reçues, elles sont un peu tombées. Et forcément, tu as pu attendre 4 ans avant la ceinture bleue qui te l'aurait donnée. T'avais pas de prof référent réellement. C'est une autre époque, quand même. C'est une autre époque, c'est vrai. Mais ouais, bah alors peut-être que. Peut-être un peu trop dur, non, Manu, quand même. Bah non, les élèves se plaignent pas. Et de toute Les façon, élèves, s'ils se plaignent. Ou pas à toi, Et- pas à toi en tout cas. Et je pense aussi que avec 3 ans de blanche, quand ils arrivent en bleu, déjà en bleu, ils s'amusent. Déjà en bleu, ils s'amusent. Ils vont pas arriver bleu, oh là là, papa. Qu'est-ce que t'en penses, ça toi, Jérémy, de ça, des 3 ans en blanche? Qu'est-ce que t'en penses? Si t'as un avis, encore une fois. En fait, le truc, c'est que on fait partie, nous, de la très jeune génération de jiu-jitsu brésilien, enfin de pratiquants de jiu-jitsu brésilien. On a eu, on va dire, 2 vrais anciens ici, un peu Olivier Michaleshko quand même aussi, mais qui est finalement... Aussi, parce qu'Olivier Oui, il a mais qui est commencé, quand je même- crois, juste 1 an après moi. je Voilà, crois, Olivier, mais hein. oui, mais quand on dit les 2 vrais anciens, j'ai en tête Gilles Arsène et toi. Ouais, Gilles fait. avant moi même. Pour moi, vous êtes vraiment les voilà. Tu me parles de ta salle à Montluçon, enfin tu vois. Pas ma salle, c'était la salle La de salle Guy où Mialo. La voilà, salle de Guy exactement, Mialo, de ouais. Guy Bialo. Quelque part, ceux qui ont raison, c'est vous. C'est compliqué, si tu veux, pour nous de dire. Si aujourd'hui, moi, je donnais mon avis, forcément, ce serait un avis de personnes qui consomment le jiu-jitsu brésilien. Vous l'avez vécu, vous l'avez construit en France. Mhm. Si aujourd'hui, il y a un avis qui compte, c'est pour ça, oui, j'ai un avis. Je trouve que 3 ans en blanche, c'est trop long. Ça peut dégoûter les gens, ça peut. Mais tu vois, ma réflexion ne va être que business. Alors c'est pas business, il y a toujours un truc hyper négatif dans business, mais va être plus commercial. Je trouve que c'est long, tu peux dégoûter quelqu'un. Mhm. Tu vois, parce que à un moment, lui, il veut pas devenir champion du monde, il veut pas devenir une arme, tu vois, létale à lui tout seul. Donc quelque part, la seule récompense qu'il aura, c'est cette ceinture à un moment ou à un autre. Alors, Tu vois. je rebondis sur ce que tu dis. Donc 3 ans, c'est long, mais tu fais pas du jiu-jitsu pour une ceinture. Tu fais du jiu-jitsu parce que t'aimes le jiu-jitsu. Voilà, Donc, mais 3 ans, tu peux pas dire ah c'est long, ça va me dégoûter, j'arrette le jiu-jitsu. Non. Mais là, Si et là tu fais- justement, j'allais finir sur ça, c'est que je te dis, donc certains, la récompense va être ça, Mhm. sauf que je pense que ce que tu dis depuis le début, hein, avec cette Ouais. histoire de tireuse à bière aussi quand même, c'est que toi tu amènes quelque part, tu ne fais pas que du jiu-jitsu brésilien, tu intègres un programme, on va dire, c'est où tu rencontres des gens, tu viens C'est une rencontrer école des de gens, vie. exactement. C'est une Et école de quelque vie. part, la ceinture va être le truc en plus. Mhm. C'est pour ça que je te dis, tu me demandes quel est mon avis, bah, je vais te dire oui, mon avis vis-à-vis des clubs parisiens, bah tu viens, tu fais ton truc et tu t'en vas. Ouais. Mais on est à Paris. Ça consomme. Ouais. Tu vois, on est à Paris. Pareil, l'expérience qu'on avait eue avec chez Fred Roca, par exemple, à Gakouré, à Fréjus, ou encore avec Hugo Février, à Tropa des Élites, les fins de cours sont pas les mêmes. Les fins de cours sont absolument, ou même, et donc justement chez toi, les fins de cours sont pas les mêmes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai 2 trucs. Je pense que en tant que consommateur de jiu-jitsu brésilien parisien, je trouve que c'est long, C'est 3 long. ans, parce que quelque part, le seul résultat que tu vas avoir, c'est ça, et bon, tu vois. Après, on rigole avec les copains et tout, hein. Mais je comprends, non mais c'est autre chose, on y trouve aussi autre chose, mais c'est vrai que quelque part, le résultat, c'est quand même, la résultante de toutes tes heures, c'est ta ceinture, rien d'autre. Je veux pas être champion du monde, je veux pas être, voilà, comme j'ai expliqué. Mais effectivement, dans un club comme le tien, c'est différent. Voilà, on peut y développer aussi d'autres choses, et quelque part, la ceinture, c'est anecdotique, c'est annexe. Mhm. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Putain. Alors là, je vous en ai. On arrête l'émission ici. C'est bon. C'est fini. Merci beaucoup. Attends, C'était Castagnet. Ouais. c'est très visuel, mais je lâche le On micro. prend une bière. On prend une bière. On prend une petite bière.
Mais tu as jamais eu de gens qui sont partis de ton club parce que 3 ans c'était trop long. Pour 3... Non. Voilà, ça n'a jamais été les une gens raison ont d'un arrêté départ, parce que par exemple. voilà. Non, ça n'a pas été une raison de départ. Il y en a qui sont partis, peut-être professionnellement, peut-être parce que le jiu-jitsu, c'était pas leur sport, voilà. Mais non, pour ça, c'est trop long, j'arrête. Non, jamais. Non. Ou alors ils me l'ont pas dit. Mais non, je pense pas, sincèrement. Manu, voici un café. Un café, pourquoi c'est physique? Ah oui, il faut que tu fasses attention, ouais, exactement. Je suis pas sûr que je puisse le poser. C'est un nouveau matériau. Si, tu peux. Après ce passage-là. Voilà. Donc pour vous expliquer, effectivement, là aussi c'est un peu visuel. On est en train de on donne un café à Manu, mais voilà, dans les studios de Castagne Je FM. n'explique pas le verre, il est tout mou. Attends, écoute, j'y viens. On bannit le plastique chez nous. Voilà, on est en train de mettre en place une vraie j'aime politique de nos plastiques. Ouais. Ça, on boit dans des gourdes, dans des choses comme ça, voilà. Et le verre donc que tu tiens, c'est un matériau nouveau qu'on est en train de tester tout ça, qui en fait, ça n'est pas du plastique, c'est une sorte de peinture. Voilà. Et donc le café qu'on a mis dedans, ça tient uniquement parce qu'il y a le liquide à l'intérieur. Voilà. D'accord, ok. Parce que les invités sont bien reçus, c'est les et animateurs. On est bio, bien reçus dans le bio ici. Voilà, c'est les animateurs qui servent les cafés. Parce qu'on est obligé de tenir le verre constamment. Et le micro, parce qu'il Et n'y a le rien micro. pour le tenir. Et le café, on peut pas le boire parce Tu te sens qu'il pas est bien archi brûlant. Tu te plains beaucoup quand même. Ouais, ouais, j'aime bien, moi. Attends, à mon âge, j'ai le droit. Hein. Son, à ton âge, il n'y a plus qu'à se plaindre. Hein. Ouais, oh là. Oh, t'es pas vieux, il est pas vieux, même pas 50 ans. Même pas 50 ans, c'est vrai. Si, il est vieux? T'as le même âge, Manu? Alors, il y a que des Manu. Donc, notre Manu, t'as 50 ans aussi? T'as 50 ans? Ah, 47. Ouais, c'est 50 ans. On va arrondir à 50, Manu. Hein, excuse-moi. Belle année, hein. Belle année. Ah, ils peuvent pas comprendre. C'était l'année des Manu, un peu. C'était l'année des Manu, quand même, un peu. Hein. Pour reprendre un peu le fil, donc en gros 97, tu commences le jiu-jitsu brésilien, ça se développe, t'es à Montluçon. Quand est-ce que c'est le moment où vraiment où tu te dis ok, ça y est, il se passe un truc? Parce que ça le fait avec tout le monde. Il y a un moment où boum, les gens dévient un peu. On voulait aller au Brésil. D'accord. Donc 99, on décide avec 2 copains de partir à l'aventure au Brésil. On savait pas chez qui on allait s'entraîner. Nous, on connaissait Gracie Barra de Carlos Gracie. Donc on a dit bon, on va à Gracie Barra. On va à Gracie Barra et puis il avait déjà beaucoup d'étrangers. Il dit là, je peux pas, il y a trop de monde à l'académie, allez au gym de De La Riva. Bon. Okay. De La Riva, on connaissait pas. À Rio. Okay. On va à Copacabana, on arrive à l'académie de La Riva qui était à un étage, une petite académie. Vous étiez chaud quand même, hein, en 97 à 2... 99. 99, ouais. 2 petits Français 3, au Brésil, comme ça. Et quoi, Barra Tijuca là, enfin vraiment la Gracie Barra, la première. Ouais, on a été là-bas, mais c'est très très loin en plus de Copacabana. Oui, c'est loin. Donc nous, on a été sur Copacabana, on a pris l'appartement à Copacabana, et d'abord on a été voir avec De La Riva s'ils voulaient nous recevoir. Grand sourire, bien sûr, vous êtes super bien, vous êtes les bienvenus et tout. C'était Monsieur De La Riva. Ah déjà c'était De La Riva, t'es bien connu quand même. Hein. Oui, d'accord. Mais c'était lui en personne. Si c'est lui qui nous a accueillis. Ouais. C'est lui qui nous a accueillis. Donc on a dit qu'on était là pour un mois. On a dit combien de vous devez rien. Non. Si, on s'est entraîné gratuitement pendant un mois chez De La Riva. Donc voilà comment vraiment après ça a vraiment été dans le jiu-jitsu voilà. Et à la fin du mois, donc moi il m'a remis la violette. Alors j'y suis allé avec ma blanche, mais j'ai reçu ma violette directement. Alors ça on va en parler à David Giorsetti, il va te l'enlever tout de suite. Bah ouais, mais moi je comprends un petit peu notre ami Monsieur. Non mais notre ami Monsieur De La Riva, ce qu'il voit c'est 3 Français ultra motivés au point de en 99 faire un voyage au Brésil. Avec tout ce que ça comprend quand même à l'époque, hein, c'était pas et passer un mois, j'imagine que tu as été hyper assidu tous les jours et tout. Ce qu'il a vu, c'est une personne qui allait ouvrir une académie en France. Exactement. En fait. Et moi, je préfère donner la violette à une bleue. Enfin, tu vois. Et ça s'est fait à la fin du séjour. Mais aussi pendant ce mois-là, donc on avait la blanche. Et moi, je me rappelle avec la blanche, j'ai fait taper des bleus, j'ai fait taper des violettes. J'avais quand même un niveau national judo. Et ouais, j'ai quand même mis des jujigatame. Et puis, on avait commencé fin 87, début 97. On avait déjà chopé quelques techniques jujitsu. Non, mais alors je suis d'accord, là, tu essaies de nous convaincre. Hein, on voit, hein, mais c'est pas à toi que je vais dire ça. Vu tout ce que tu nous as servi sur la blanche, tu peux pas arriver avec une blanche dans De La Riva et qui te donne ta violette. Ou alors c'est que t'es le prodige. C'est qu'il y avait une autre volonté derrière, c'est ça que je veux dire. Après, je doute pas de ton niveau. Il nous a demandé si on voulait le représenter en France. Voilà.
Donc, il nous a demandé à tous les trois, hein, pas qu'à moi, avec mes 2 potes et moi. Bon, mes 2 copains là, ils ont arrêté le jiu-jitsu. Et, Il leur avait donné une ceinture aussi. Comment? Il leur avait donné une ceinture aussi. Et il leur avait remis la ceinture aussi, je crois. Violette aussi. Ouais, pas à nous 3. Je crois qu'à 2 personnes, à nous 2, il y avait Jean Bourdin aussi, qui était déjà un judoka de chez Michigami, qui était judoka bien gradé déjà en judo. Et Ça doit faire quelque chose quand même hein, de recevoir une ceinture Ouais. parce que c'est un Bon, vrai on s'y grade la attendait pas violette du et tout, tout. hein. Bam, ça, Et on a demain. même reçu une coupe, les élèves avaient tenu à ce que une coupe gravée que j'ai toujours. Ah, c'est cool ça. Que C'est les sympa. élèves de la Riva avaient tenu à nous remettre un petit cadeau, c'était une coupe marquée. Donc la mienne, il y avait marqué para Emmanuel, l'autre para Jean, para Stéphane. Ah, mais Et, à cette époque-là, ça devait être quelque chose. Ils voyaient pas trois gringos débarquer Exactement, comme ça. Enfin, exactement. français, genre il y a notre sport est en France, c'est incroyable. Et surtout, c'est que je pense qu'ils ont apprécié. On nous l'a jamais dit, mais c'est qu'on était fatigués des fois sur les combats. On prenait quand même des raclées, hein, parce que. On imagine bien. Et Ouais. on était assis adossés contre le mur en attendant les combats. C'est de la Riva qui choisit qui combat. Donc voilà. Et à chaque fois, il venait nous voir. Tu combats? On était morts. Hein. Il dit oui, oui. En fait, on n'a jamais refusé. Et je pense que les élèves voyaient bien qu'on était au bout physiquement. Mais il dit putain, les Français, ils lâchent pas le morceau. Et vous y alliez tous les jours. Ah, tous les Pendant un mois, Ah, tous les franchement, jours Manu. ah ouais. Tous les jours, matin et soir. Ah, vous y avez pas été pour le tourisme. Ah non. Non, parce que un mois là-bas, nous, on voulait rentrer en France avec un maximum de trucs. Le jiu-jitsu, il fallait qu'il explose en France. On voulait être les premiers à ramener des techniques que personne connaissait. Enfin voilà, le crochet de la Riva, bah voilà, on connaissait pas. On voit ce crochet là, ah, petit. Voilà, donc c'était génial pour nous. Ouais, on y était tous les jours. Hein. Et à la fin des cours, au début, bon, les élèves faisaient leur vie et tout. Et à la fin des cours, au bout de peut-être dans la 3e semaine, ils venaient nous voir, ouais, tu vois, là, t'as raté ça. Ils nous montraient les techniques après à la fin des cours. Et on a sympathisé avec des élèves. Moi, je me rappelle de Philippon, Marcello Grosso. Voilà. C'est des gens que t'as revus qui sont venus en France et tout. Alors, j'ai déjà revu Marcello Grosso, pas en France, mais je les ai revus au Brésil, hein, Marcello Grosso. Et quand j'étais la première année, il y avait aussi Yuki Nakai dans l'académie. Donc, on avait combattu contre ses élèves parce qu'ils venaient pour le mondial. Parce que nous aussi, on est venus pour combattre pour le mondial. Et il y avait aussi le Minotaur, le frère de Minotoro. Voilà. Ouais. Pas un petit business lui. Non. Hein. Et Voilà. on a tourné avec lui, mais ils n'étaient pas connus comme maintenant. Hein. Oui. Et moi, j'avais tourné avec Minotoro. Tu j'avais- l'as fait taper. Non, j'ai cru que j'avais une plaque de béton sur le corps. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, Ouais, puis il y a un mec comme ça, il pourrait me tuer. Quoi. Et puis vous faites pas la même taille quoi. Non, Voilà. mais c'est pour ça qu'il de l'arrivée faisait des tests, je pense. Il Ça. dit, tu veux combattre? Ouais, ouais. On disait jamais non. On s'était mis un truc, on dit pas non parce que. Voilà. Bon, alors peut-être à la fin, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a reçu la violette. Hein. Ouais, puis ils ont vu que vous aviez du cœur et tout. Ouais, c'est sûr, c'est marrant. Mm. Et alors avec ça, vous rentrez avec. Ça se trouve, vous êtes les premiers à ramener de la Riva en France. Bah oui, technique parce de la que Riva. dès la Riva, moi, bah, du coup, j'étais son représentant et je l'ai fait venir la première fois en France en 2000. Et c'était à Mende. Donc c'est pas la Corrèze, c'est pas le département le plus peuplé. Et on l'a fait venir à Mende la première fois. Ok. Et on a fait un salon, on n'était pas nombreux, on devait être 15 ou 20, hein, grand max. Ah, quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui au NCU. Et donc, Paris. bah voilà, c'était son premier stage en France. Pourquoi Amande? Parce qu'on avait un copain qui s'appelait Bernard Gaillard, qui était sur Mende. Il avait dit, moi je peux avoir la salle l'été. On l'a fait venir l'été. Il dit, vous allez voir la région, elle est magnifique. On a dit, oh bah tiens, une belle région, c'est de la nature, on va finir de la rive là-bas. Voilà. Il y a toujours l'à côté avec toi, hein? Comment? Il y a toujours l'à côté. Oui, mais je vous l'ai dit, hein, moi le jiu-jitsu, c'est juste un moyen d'être avec les potes quand on se sent bien. Si tu découvrais autre chose aujourd'hui, j'en sais rien, ou si demain on t'enlevait le jiu-jitsu complètement, ou tu trouves un moyen d'être avec les mêmes personnes que tu fréquentes dans le jiu-jitsu, tu arrêterais le jiu-jitsu? Arrêter le jiu-jitsu, je sais pas quand même. Mais je perdrai pas mes amis pour le jiu-jitsu. Si demain Manu te dit, écoute, enfin donc Manu ta Ouais. compagne, écoute, non ça y est c'est fini, terminé, machin, t'arrêterais. Bah, Attention là quand même, tu le mets en Je pense- difficulté quand Ouais. même. Là tu mais voilà, déjà c'est quelque chose qui peut pas se passer. Non mais c'est rigolo de voir à quel point en fait c'est un ensemble. Il y aurait eu que le jujitsu, je sais pas si ça t'aurait... En fait, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai cette impression là que s'il y avait eu que ça en fait, je sais pas si c'est ça qui t'aurait vraiment drivé Non. au jour le jour. Que le jiu-jitsu, non. Fallait qu'il y ait les copains. Faut qu'il y ait les copains et ce côté convivial. On adore faire une compète, on monte sur Paris par exemple, on fait les France, faut que derrière on se fasse un resto. C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire.
On le voit bien, t'es avec C'est- toute ta troupe à chaque fois aux Europes, on s'est Ouais. croisés je crois les 2 dernières années. Chaque Bah fois là, t'étais au on- milieu de tes gars quoi, tu vois. Ça On se se met sentait. tous en coloc dans les appartements à Lisbonne, voilà. Hein. Bon, après, il y en a qui viennent maintenant, il y en a qui viennent plus pour juste. Oh, je viens juste pour vous coacher, les gars. Bah, Ouais, on a d'accord, très bien ouais. compris pourquoi ils venaient. Hein. C'est pour faire la fête. Alors par On contre, les connaît, Quand hein, on ceux-là. combat, ouais, c'est mon T'inquiète, frère. Alors, mon frère est bien parti pour. Il draine bien les gens pour ça. Mais ouais, c'est. Ouais, il y a ce côté convivial qui est primordial dans notre équipe. C'est vraiment primordial. Et le fait que quand on est Pythagore aussi, dans le contrat, et c'est stipulé que, par exemple, je suis Pythagore Angers, par exemple, je vais Pythagore Réunion. Pythagore Réunion va s'occuper de réunir, de trouver un logement, de les accueillir, de ne pas faire payer les gens quand ils viennent. Voilà. Il y a tout ce côté qui doit être un peu comme serait un club de bikers. Voilà. Comme je suis biker Tu aussi. es biker, ouais. Voilà. Donc, Ça veut dire quoi être biker? Ouais, être biker, ça veut dire plein de choses. Hein. Moi, je pense que c'est aimer la moto, se balader, voilà. Puis se retrouver avec des potes aussi, c'est toujours ce côté convivial. Fraternité. Après, ouais. Ouais, là, ce côté fraternité. Après, j'adopte pas tout, j'aime pas tout dans ce qu'il y a dans le club de biker. Hein. C'est Mais- quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir que, par exemple, que tu n'adoptes pas? Bah, me sentir trop. C'est un univers que je connais. Enfin, je sais pas toi, Adrien. Hein, c'est un univers que je connais absolument pas. À part par la série, là, je sais plus comment s'appelait Sons cette of série. Anarchy, ouais. Voilà, Sons of Voilà. Anarchy, exactement. Mais pense- Mais je. Ah, j'ai un gros background de motard moi, Moi, je attention. vais pas redire On le est mot, passé hein. à Boulgour déjà depuis tout à l'heure. On est passé à Boulgour. J'arrive pas à suivre toutes J'ai tes un vannes, énorme pardon. Boulgour. Disons que dans un club de biker, quand tu as un full patch, c'est-à-dire tout le patch dans le dos, tu appartiens au club. C'est le Ça, c'est club. un des codes, par exemple, déjà. C'est-à-dire qu'un code. C'est la première chose. Tu appartiens au club. Voilà, donc tu dois toujours faire passer le club en priorité. Nous, chez Pythagore, il y a Pythagore, mais on a la famille avant. Voilà, c'est. Mais tu dois faire passer le club en priorité. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire parce qu'ils vont pas. Enfin, ils ont pas le droit de vie ou de mort sur toi. Enfin. Non, mais Qu'est-ce que ça veut tu dire? t'engages, tu donnes ta parole d'honneur, ta parole d'homme, tu respectes cette parole. Si tu respectes pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent te demander? Comment? Bah, trafic d'armes, trafic Non, de drogue. non. Mais tu dois. Mais voilà, je sais pas. t'as pas un homme que tu feras toutes les balades dominicales en moto avec nous. Non, que je ils sais vont pas te forcer quand même. Je peux pas dire exactement puisque je suis pas dans un club de bikers. Ah voilà, Donc, d'accord. Je suis pas dans un club de bike. Non, D'accord. non, moi j'aime bien cette ambiance, mais je veux pas être dans un club. Je veux pas être appartenir juste à un club. Voilà. Moi je suis Pythagore, voilà. C'est son club de motards à Voilà, lui. voilà. Mais en kimono. Exactement. Et alors, comment t'en es venu à avoir 23 académies? Comment ça s'est fait? Bah franchement, c'est. T'as placé tes ceintures. Enfin, t'as donné des ceintures noires à des gens qui ont créé leur académie. Voilà, et ils ça, ils c'est- pratiquaient déjà avec d'autres professeurs pour certains. Et puis, bah, ça n'a peut-être pas collé comme ils voulaient. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut représenter Pythagore? Voilà, le feeling passe. Je dis ok, c'est parti. Puis voilà. Quel est l'intérêt d'aujourd'hui t'appeler toi et te dire je voudrais être affilié Pythagore plutôt que de se dire je suis affilié par exemple je suis affilié de la Riva ou je suis affilié GF Team ou je suis affilié j'en sais un Gracie Barra ou je suis affilié quel est l'intérêt pour un club qui se lance voilà qui a 2 ans qui n'a pas de référent en France on va dire qui n'est pas rattaché à un gros club quel est son intérêt de venir te voir toi et pas par exemple voilà une Alliance. voilà je sais pas voilà Ben, je sais pas, peut-être parce que c'est une équipe française, déjà. Bon, moi, je suis toujours dans ma tête, mon cœur, je suis des La Riva. Hein. mais tu n'es en pas fait, toi Non, ce je suis n'est pas- plus dès la Riva ton référent. Non, parce qu'à partir du 3e degré, bah, c'est toujours mon professeur. Mais au niveau du 3e degré, l'IBJJF, après, valide en suivant le nombre d'années. Donc, j'ai pas besoin de la signature à de La Riva pour évoluer dans mes degrés. Voilà, dès que j'ai eu le 3e degré. Bah, voilà, C'est ça, donc une académie française qui ouvre et qui se demande et qui ne peut pas remettre de ceinture, parce qu'en fait c'est ça le seul problème, Ouais. c'est que si on n'a pas de référent, on peut pas remettre de ceinture. Mm. Si on n'a pas de 3e degré en ceinture noire. Mm. Son intérêt serait de se dire, bah moi Manu, je l'appelle, je l'ai au téléphone tout de suite, parce qu'il parle français, et on est sur le même fuseau horaire, il peut se déplacer en Plus facilement. 2 heures, 3 heures, il peut être Exactement. là pour les stages, ça coûte moins cher. tout ça. Ben, En fait, c'est pour ça ces l'intérêt. raisons-là. Oui. Ok, et ben Pour voilà, ces bah, c'est raisons-là. intéressant quand même, Et parce puis qu'il y en a aussi tous les parce jours que des nouveaux clubs je suis de quand même jiu-jitsu. sympa, je suis un mec vachement avenant. Et puis t'es motard, et puis t'es motard, c'est Je suis vrai. biker, enfin, C'est vrai, il y a un énormément truc. de qualités qui se rattachent Alors en à revanche, ça. non, mais alors tu rigoles, mais alors moi, si. Non, non, eh je rigole pas, je suis vraiment sérieux. Non, si tu rigoles, hein, on peut pas te croire, c'est pas possible. hein. Mais Enfoiré. non, mais en revanche, il y a un truc, c'est que souvent dans le jiu-jitsu brésilien, les profs de jiu-jitsu brésilien sont des jiu-jitsuka et rien d'autre. Mhm.
Toi, t'as une grosse carrière en tant que combattant MMA quand même. Ouais. Et ça, dans le jiu-jitsu brésilien, J'ai c'est quand judo, même vachement MMA. bien d'avoir cette vision-là aussi. Bah, j'ai fait. T'as fait Ouais. combien de combats? Eh ben, je sais même pas. Il a pris des coups quand même. Non. Et moi, je suis vraiment un combattant qui a pas pris beaucoup de coups par contre. Hein. Ah ouais? Moi, j'en ai donné, mais par contre, j'en ai pas pris beaucoup. C'est marrant parce que c'est pas l'impression qu'on a quand même. Oh putain. Attends, je me te mets défends. derrière toi. Attends, bouge. Chérie, prends mon café. Tiens mon verre, Manu. Faut pas le faire Tiens mon verre. J'ai fini. non, ouais, moi, j'ai pas pris beaucoup de coups. Hein. Comment Ouais, non, c'est 14 combats, merci. Sur Donc Sherbrooke. merci Manu. Ouais, bah 14 combats. Mais c'est pour dire en fait, moi je cherchais pas à être champion. Sincèrement, quand je combattais, que ce soit en judo, en jiu-jitsu, en fighting. Attends, ça c'est toi. Alors excuse-nous. Vas-y, non, vas-y. parce que là on est sur Sherdog. D'accord. C'est J'avais toi, pas de cheveux. ça J'avais pas de cheveux. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Il est limite beau. Oh là 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 là. Faut qu'on fasse attention, on va loin là quand même. Hein. Mais attends, mais c'est incroyable parce que tu te ressens. Enfin, Ah si, il y a quelque chose. t'avais quel âge? Je sais même pas. Ça devait être en 2002, 2003, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, quand même. Et effectivement, 9-4. Ah, 9-4-1. Ouais, il y a dû avoir mon Et dernier puis deux combat est no-contests considéré aussi. nos contests, ouais. Avec deux no contests. Donc Deux no 9-4-1-2. Ouais. Voilà. Ça va? C'est pas. Pourquoi t'as arrêté? Et bah, la vie a fait que j'ai 3 filles qu'il a fallu les élever. Et bah, je les ai élevées tout seul, donc voilà. T'as Il élevé- fallait arrêter, T'as ouais. élevé tout seul 3 Ouais, on filles. s'est séparés avec la maman et c'est moi qui ai eu la garde. Donc fallait que je m'occupe des filles. D'accord, ok. Tout seul. Ouais. Alors j'ai 3 filles. Ouais. Je te dis bravo. Elles ont beaucoup de chance. Ouais. Je te le Bah, dis. après, Hein. j'ai beaucoup aidé par ma famille, par mes parents aussi, hein, qui ont toujours été présents. Mais ouais, fallait. En fait, ça s'est passé au tribunal. Donc il a fallu faire un choix. C'est ou la carrière ou les enfants. Ou la carrière ou les enfants. Et J'ai parce qu'en choisi plus, les enfants. j'imagine. Après, on va pas rentrer là-dedans parce que voilà. Mais j'imagine que si c'est toi qui as eu la garde, c'est que la maman ne pouvait, ne voulait, c'est pas notre problème, mais vraiment pas. C'est vrai que par rapport, tu dis que ça s'est passé au tribunal, donc c'est Ouais. jamais rigolo, surtout pour les Non, papas. c'était pas marrant. Voilà. Il y a eu pas mal Un d'années. combattant de MMA, je pense que ça aurait été compliqué en fait pour toi d'obtenir la garde, non? Ouais, mais moi, on m'a vraiment posé la question au tribunal. Hein. Continuez-vous quoi votre carrière donc De là, combattant. Ouais, j'ai dit non. Et il me restait encore un combat. Et tu as fait tous tes combats entre 2003 et 2008. Ouais, j'ai une carrière très courte. 5 ans, c'est pas mal hein, pour du MMA. Ouais, c'est c'est pas ridicule, mal. en fait. Après, j'avais quand même, je crois, 30 ans passés. Il me semble, ouais. Ouais, en et, poids léger en plus, 30 ouais. ans, c'est pas. Et alors la chance que j'ai eue, c'est que sur mes premiers combats, bon, c'était pas le MMA de maintenant, hein, quand même. Hein, le MMA, il a beaucoup évolué. Mais mon tout premier combat, j'affronte Robbie Olivier. Et déjà, qui était le champion UK MMA en Angleterre. Donc il avait déjà une ceinture. Moi, j'étais à l'époque ceinture marron, je crois, en jiu-jitsu brésilien. Et c'était le tout premier France-Angleterre. Donc il y avait Guillaume Monotte qui combattait, Florentin Amorim. Il y avait. Mince, je me rappelle plus. J'ai les noms, mais j'ai sur le bout de la langue. Enfin voilà, on était la première équipe de France. Et moi, j'affronte Robbie Olivier. Et je l'étrangle au premier round. Alors les Anglais, ils disent putain, mais c'est qui lui L'autre, il a la ceinture en Angleterre. Puis le Français l'étrangle. Bah, tout de suite, on me propose derrière. Ouais, il y a un autre poids léger qui gagne tout par KO, Pete Yark. Ah bon, on me propose, tu veux. Mon manager de l'époque, qui s'appelait Dara Kramer, qui est un très bon ami, il me dit est-ce que tu veux ce combat là? Mais on me prévient un peu tard, mais toujours au Cage Warrior. Et j'ai dit bah écoute, ouais, vas-y, je prends le combat. Hop, et je l'étrangle en 2,45. Donc toujours par triangle. Après, le propriétaire du Cage Warrior de l'époque, Dougie Truman, me dit bon, il y a un tournoi pour la ceinture du Cage Warrior, la ceinture mondiale du Cage Warrior. Est-ce que tu veux le faire? Alors il dit ça à Dara Kramer m'en parle, je dis oh bah oui, j'ai déjà 2 combats, on me propose une ceinture, vas-y balance, hein, je fais le combat. Et j'affronte, on était 4. Premier tour, alors ça a été pas 2 combats dans la même soirée, un événement, un combat, un autre événement, un autre combat. Et je bats par triangle un judoka de l'équipe anglaise qui s'appelait James Lutman, donc pareil, triangle. Et en finale, je prends un ancien pro en anglaise qui s'appelle Ian Butlin. Et pareil, je l'étrangle. Donc à partir de là, Dao m'a appelé Pythagore. Et donc je gagne la ceinture mondiale du Cage Warrior.
Et pendant la soirée, donc on buvait des bières et tout. Moi, j'avais déjà bien fêté la victoire. Et il y avait les promoteurs d'un autre événement qui était là, qui s'appelait le Cage Rage. Et Qui existe toujours. Hein, le non, Cage. je crois que le Cage Rage n'existe plus. Hein. Il me semble pas. Hein. Je crois pas non, Non. plus. D'accord, ok, il me semble. Et, il me semblait que ça existait. Bon, moi j'avais déjà bu un peu de bière et il y avait eux qui parlaient à Dara Kramer. Il dit ouais, en Angleterre, il y a l'Iremedios, qui est un très bon ami maintenant. On a toujours resté amis depuis notre combat. Et donc ses promoteurs disent il y a l'Iremedios, vétéran de l'UFC, il a déjà combattu Genki Sudo et tout ça. Il dit est-ce que tu veux l'opposer à Manu Fernandez? Alors Dara il me demande, mais comme moi j'étais Un plus peu fort, pété, je dis ouais. ouais, il dit easy for me. Alors les promoteurs ouais, good background. Et il me regarde avec des yeux comme ça, il dit ah ouais, il veut le prendre. Et on fait le combat, on signe le combat sur la soirée comme ça. Enfin on le signe pas mais on valide le combat, ok on prend. Et j'affronte l'Iremedios, que je n'étrangle pas, mais que je gagne à l'unanimité À la décision. à la décision. Et c'est je pense mon plus beau souvenir du MMA. Parce que cette journée-là, il y avait je sais pas combien de Français autour de la cage. Il y avait Damien Richaud, Cyril Diabaté, Jeff Lenog, Jess Liodin, James Samiscavo, il y avait Anthony Ria, enfin il y avait toute la vieille garde des combattants français. Et quand je bats le vétéran de l'UFC l'Iremedios, là quand je sors, putain je vais avoir des larmes. Et, Ah, j'adore, mais c'est et en vraiment. fait, ouais, c'était vraiment un très beau moment. Parce que il y avait tous les copains qui ont finalé. Et ça c'était génial. Et on en a reparlé avec Cyril à la dernière réunion pour développer le MMA là. Et avec James, vous vous rappelez cette journée quand j'avais gagné, vous étiez tous là. Et ouais, t'inquiète pas. Et vraiment, ouais, c'était un super souvenir. Et en fait, tu venais de gagner quand même. Tu avais gagné J'avais gagné la ceinture. mars, mai, juillet. En 3-4 mois d'affilée, tu as fait une ceinture et tous ces adversaires-là. Donc c'était une énorme. Et 5-0, Ah ouais, c'était, un vaincu, petit français Ouais. qui a tout gagné à l'étranger. Enfin, c'était un. Ah bah à l'époque, ouais. Oui, à c'était, l'époque. En France, j'étais le premier à avoir gagné la ceinture du cage warrior. Et alors, parce que c'est assez touchant de te voir en parler comme ça et tout. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et ça a été juste après qu'il a fallu rendre ta Non, décision par rapport à tes filles. Non. Parce que tu dis, je vis le plus beau moment de ma carrière, peut-être un. Non. Après, il y a eu d'autres combats. Il y a eu plein de combats, des combats gagnés, des combats perdus. Il y a eu d'autres beaux moments. Hein. Ça dure encore Mais 3 ans après. C'est ce moment-là de voir les copains autour. Il y avait, on n'était pas du tout de la même équipe, mais on était soudés quoi. Il y avait pas de bagarre. On est tous soudés. Un Français combattait, on était tous derrière. C'était génial. C'était vraiment un moment. Enfin, moi, je m'en rappellerai tout le temps, toute ma vie. C'était vraiment quelque chose de génial. Alors qu'il y avait des gens qui avaient peut-être fait même encore des plus gros combats que moi, comme Cyril et tout, qui était déjà champion du monde de taille et tout. Anthony qui était déjà super connu aussi, Jess Ledin, voilà, c'est tous ces copains-là qui me faisaient une haie d'honneur pour cette victoire. Ça m'a vraiment touché. Et pourquoi t'es allé chercher le MMA alors qu'en fait t'étais dans le jiu-jitsu et que, enfin, qu'est-ce que t'es allé chercher? Il y avait ce truc de me dire j'ai toujours été un petit peu aussi me tester et puis j'étais pas un chercheur de bagarre mais fallait pas non plus trop m'en regarder. Donc ce côté bagarre me tester et c'était intéressant pour moi. Et je voulais pas qu'on dise de moi uniquement que judo ou que jiu-jitsu. Je voulais gagner des combats où il y avait de la frappe. Je voulais dire est-ce que je suis capable, voilà, et puis me dire je suis jiu-jitsu brésilien, tous les Brésiliens on faisait du vale-tudo, faut que j'essaye, moi aussi ça doit faire partie de mon parcours, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et t'as pris plaisir à faire du pied-point? C'était un truc que t'as aimé ou finalement c'était un mal nécessaire mais... Je raffole pas du pied-point quand même. J'aimais bien travailler et tout, mais j'ai jamais aimé prendre trop de coups dans le visage. Quand même. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui aiment, hein. Mais non. Personne n'aime, mais il y a des gens que ça dérange pas. Et puis moi je voulais gagner des combats sans prendre de coups pour pouvoir aller à la soirée après. Parce qu'il y avait toujours des soirées organisées après. Chaque histoire se termine comme ça, tu t'en rends compte Oui, quand même, hein. Mais parce que c'est vraiment comme ça. Je vis vois comme bien. ça en fait. Ouais. Je veux bien aller en compétition, mais il faut que derrière on se fasse un resto. On se boit une bière après le podcast. Oui, avec grand plaisir. Mais Julien da Silva est comme ça. Il est comme ça. Mais je pense que tous chez Pythagore on est comme ça. C'est vrai parce que Cyril GG. Il est pareil. Cyril Gérard est comme ça Cyril, aussi. bah oui. Exactement. si. Tous nos potes Nos de Pythagore. du sud-ouest. Non, ouais.
Non, ouais, fallait derrière le combat, il y avait la soirée, c'était bien, combattre. Voilà. Mais en fait, c'était pour revenir au début là. Moi, j'ai jamais voulu être champion en fait. Ça, C'était pour toi, mais exactement. c'est très clair. C'était pour moi. Et du coup, sur ce parcours, j'ai eu cette chance de battre des personnes qui étaient déjà douées, quoi. Et bon, voilà, ça peut-être on refera un autre combat, peut-être qu'ils me battraient. Mais quand ça s'est fait, j'ai gagné et c'était bon. Du coup, mon parcours, il s'est fait un peu comme ça en MMA. Voilà. Comment tu vis, toi, l'arrivée du MMA en France ? Attends, Comment tu le vois ? Attendez, il faut replacer les choses dans le contexte. Là, il y a eu donc une réunion avec la ministre des Sports, c'est ça ? Ouais. Je sais pas, des intervenants du ministère des Sports, en tout cas au au RCF, donc au Racing Club de France à Paris, et donc il y a une espèce de délégation, je sais pas qui, sur invitation du ministère, j'imagine, de représentants pour prendre la parole pour le MMA, 10-15 personnes, dont Manu, qui donc a parlé à ce colloque, et quelques jours après, annonce du ministère où la ministre nous disait qu'il fallait légaliser ce sport. Voilà. Donc c'est un peu... T'étais dans le cercle, qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion ? Exactement. On veut savoir là. Il y avait notre pote Manu Fernandez. J'ai tout dire, je sais pas, mais Non, pas tout dire. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Ça, c'est du vrai journalisme qu'on fait, Jérémy. Ça, c'est du vrai journalisme. Là, on peut rien encore dire du. Là, on travaille pour le moment. Voilà, on a mis. Quel est ton rôle au sein de tout ça, toi ? Eh ben, Qu'est-ce qu'on te on a demande ? tous le même rôle en fait, c'est de mettre en commun qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça, le côté, tout ce qui est formation, qui va prendre telle ou telle commission, qui est prêt à s'investir dans telle commission, qui se sent les qualités et le temps pour développer telle ou telle commission, que ce soit commission sportive, les grades, la pédagogie, les formations, voilà, chacun essaie de se caser dans des commissions. Et tout ça, on met en commun sur les réunions. On parle aussi comment redonner l'image du MMA. Donc, redonner, c'est-à-dire donner une image un peu clean. Voilà. Pour contrer un petit peu l'image fausse qu'on a depuis des années en France à propos du MMA. Voilà, et le MMA, c'est quoi ? C'est le carrefour des arts martiaux. C'est le carrefour des arts martiaux. C'est un sport extrêmement logique. Voilà, c'est un carrefour des arts martiaux de sport olympique. Voilà. C'est ça, exactement. Non mais c'est pour ça quand on dit c'est un sport logique, c'est-à-dire qu'un médecin qui analyserait par exemple de la boxe anglaise qui est parfaitement légalisée, qui rapporte des millions à un pays chaque jour, chaque année on va dire, qui est finalement beaucoup plus traumatisant pour un athlète, ne pose strictement aucun problème aujourd'hui, alors que le MMA, qui tous les coups ne sont pas portés forcément à la tête, la plupart des... c'est 43% je crois, et puis il y a 43%, oui mais dans la boxe aussi, il y a 43% je crois des combats, en gros c'est ce qu'ils avaient calculé à l'UFC qui finit sur soumission, tout ça, donc c'est quand même beaucoup moins traumatisant qu'un KO. Quand même. Il n'y a pas de comptage en MMA. Voilà, exactement. En anglaise, t'es compté 10. Ça, c'est terrifiant quand on y pense une seconde. Sûr. MMA, quand même, la règle, en tout cas UFC, que je connais, c'est que dès que tu tombes un peu KO, même si t'as plus de défense, tu as perdu. C'est terminé tout de suite. Exactement. En boxe, tu tombes, on te relève et tu repars, quoi. Genre, et ça, c'est de la prévention pour le combattant. Ça protège le combattant. Une fois de plus, ce vers quoi ce derrière quoi tous les détracteurs du MMA se cachent tout le temps, c'est les frappes au sol. Et le sang, on voit beaucoup de sang. On voit beaucoup de sang en MMA. Mais c'est les frappes au sol, les mitaines reviennent souvent, les petits gants. Et la cage. Alors la cage, ça a été plus ou moins compris que finalement c'est vraiment pour préserver le combattant. Ça y est, je crois que c'est intégré. Mais c'est le symbole. C'est le symbole. C'est le symbole, le problème. Je pense, le symbole. Voilà, je pense que surtout les détracteurs, c'est qu'ils aiment pas, c'est tout. Mais la raison, ce qui revient quand même souvent, c'est les frappes au sol posent problème. Ils disent, ils se servent peut-être du grand pan de la frappe au sol, mais ils savent très bien que c'est moins dangereux que de la frappe debout, parce qu'il y a moins de distance, il y a de la lutte. Tout le monde le sait ça. Mais ils vont dire, ouais, vous voyez, ils tapent quelqu'un au sol, ils vont servir de l'éthique et tout, alors qu'ils savent très bien que c'est pas plus dangereux que ça. Ils le savent très bien, mais ils vont pas dire, ouais, mais c'est vrai que c'est pas dangereux les frappes. Enfin, c'est pas dangereux, c'est moins dangereux qu'une frappe debout. Mais ils vont pas le dire parce qu'ils sont contre ce travail. Donc ils se servent de se dire, non, mais c'est pas sympa, c'est pas bien au niveau de l'éthique, taper quelqu'un au sol, voilà. Alors qu'ils savent très bien que l'autre sait se défendre au sol. Ils voient très bien que les coups partent pas de très haut. Voilà, ils le savent très bien. C'est juste qu'ils veulent pas que ça voit le jour en France. Et la mitaine ? La mitaine, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un gant de boxe fait moins mal, ce qui est pas forcément oui, mais non, vrai. Ça sonne beaucoup plus le cerveau un gant de boxe. Alors que la mitaine, ça va peut-être poker ou peut-être ouvrir.
Mais voilà. Et puis la mitaine, si t'es touché, comme on l'a dit là, le combat il arrête. Si tu n'as plus de défense, le combat il est fini. En anglaise, en anglaise ou en boxe, hein, t'es compté 7, 8, bon, tu peux reprendre. Bam, le gars il est encore sonné, il en reprend une rafale dans la tête, il est recompté une deuxième fois. Bon bah voilà, donc, pourquoi dire que le MMA est plus dangereux alors que c'est pas vrai. Les gens le savent très bien que c'est pas plus dangereux. C'est juste que je pense qu'il y a une peur que ça voit le jour vraiment, que ça s'officielle. Et honnêtement, la majorité des gens ignorent ce que c'est que le MMA. Je te parle, la majorité des gens ignorent ce que c'est, et quand on leur dit c'est quoi, le premier truc que tu tombes, c'est les images chocs. C'est ça. Et les images chocs, quand tu sais pas ce que c'est, les images chocs sont choquantes. Objectivement, un mec qui se prend des coups de coude, il y a du sang partout au sol, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Dans une cage. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Après, on t'explique. Et on comprend. Mais avant c'est compliqué quand même. Hein. Va expliquer à ma mère que le MMA c'est cool, bon courage. Hein. C'est un sport de combat. Elle l'entendra. Hein. Ouais, mais ta mère elle entend jamais rien aussi. On a l'impression, je veux dire, Oui, c'est je incroyable. sais, Pourquoi je elle sais. est comme ça là ? Ça me rend dingue. Non, mais On la ça- changera ça- plus on la maintenant, changera Jérémy. Écoute, moi j'ai arrêté d'essayer. Hein. Tous les sports de percussion sont violents. Hein. Donc, voilà. Les sports de percussion. Et ben sont moi je violents. trouve que la boxe anglaise par exemple, pour finir, est beaucoup plus violente. Voilà. Mhm. Ouais, c'est... Sur le long terme, c'est sûr. Mais c'est sûr. Ah, je pense que un c'est combat plus de boxe, c'est traumatisant, simple. ouais. Un combat de boxe anglaise, ça finit au chaos. Mm. Quand ça finit, pas à la décision, hein. Ça finit au chaos. C'est que ton cerveau a bougé. Mhm. Ouais, je suis d'accord. En MMA, pas forcément. Non, bah non, Et il a des bougé soumissions, 3 fois. Hein. Ouais, 3 fois il a été compté. Ouais. C'est pour ça, ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça fait 2 fois que t'arrives à le convaincre, Jérémy. Hein. Bon, je pense qu'il était largement convaincu. Non, mais là c'était facile. Hein, Bah il ouais, suffit de il- dire ça. évidemment. C'est pas les 3 ans de. ceinture Exactement. Exactement. Les 3 ans de ceinture blanche, non, ça tu bougeras pas. Tu resteras sur les 3 ans. Je reste sur les 3 Sur les ans. 3 ans, t'as bien raison. blanche. Et Manu, toi t'as quand même un parcours qui. C'est marrant, je me rends compte maintenant qu'on en parle, hyper complet. C'est-à-dire que, t'es parmi les premiers à faire du jiu-jitsu brésilien. À la base, tu fais déjà du judo. T'as été combattant professionnel de jiu-jitsu, combattant professionnel de MMA. T'as ouvert une académie, puis ouvert des académies, t'es prof, enfin t'as fait tout le panel quoi. Ouais. T'es un des seuls à avoir fait tout En le ayant panel. élevé 3 petites filles. J'y reviens, hein, je suis désolé, hein, j'y reviens parce Ouais. que je ne peux plus, je connais très bien. Je suis. C'est magnifique parce que tout ce que vient de dire Merci. Adrien, et en plus arriver à. Je suis sûr que ce sont des filles, enfin, tu vois, magnifiques et merveilleuses. C'est beau quoi, c'est super beau. Comment t'as fait? Donne-moi un truc quoi. J'ai eu ma famille derrière aussi. J'ai des parents exceptionnels. C'est de là que ça vient ton truc Ouais. de besoin de la tribu. Ouais, peut-être, ouais. Le côté famille, ouais. Mais ouais. Bah ouais, j'ai tout fait, ouais, j'ai fait MMA, judo, j'ai eu un petit niveau national en judo, j'ai fait sport-études, j'ai été en équipe de France Jiu-Jitsu Fighting, Ah, il y avait ça aussi, D'accord. j'ai oublié, oui. aux côtés avec de grands judokas, il y avait Philippe Turine, Christophe Jules, Kelly Molinari, Bertrand Moussou, donc j'étais vraiment entouré de grands noms du judo dans cette équipe de France Fighting. Voilà, et moi j'ai fait les Europes de Leeds, je gagne pas, mais je perds au deuxième tour, mais bon. J'ai eu l'honneur de porter le coq sur mon kimono. Ouais. Et, ouais, c'est Ah oui, c'est pas rien vrai, quand parle-nous de ça parce que t'es pas du genre à tu gardes pas de reliques, c'est pas ton truc, Non. tu gardes pas les gants, les premiers trucs, on en parlait un petit peu avant le podcast. Mais il y a une chose que tu as gardé. même. Ouais, mon kimono de judo de l'équipe de France. Ouais. Ah, c'est classe, mon pote, hein. Ça le fait hein, quand même. Hein. Il est rangé là ou il est exposé, tu l'as mis au club? Non, il est à la salle, à ma salle de sport. Tu l'as lavé ou pas? Faut, Tu gardes la transpiration du faut que je le jour. relave là, faut que je le relave. Et ouais, non, j'avais aussi le survêtement, on avait tout un paquetage, hein, le sac. C'est une fierté ça quand même, Ouais, non, d'avoir porté le et coq. il y a que le survêtement que j'ai mis aux enchères pour des enfants handicapés. Ok. Ouais. T'en as tiré de l'argent? La veste de survêt, c'est vendu à 1500. Ah, mignon. Il y a ton nom Ouais, dessus. c'est mon nom, ma signature et tout. Et pour des enfants Ah, c'est de malades. l'équipe de France. En fait, je crois que c'est des enfants en fin de vie à l'hôpital. Enfin, ou gravement malades. T'arrêtes d'être génial comme ça. Je vais dégager. Mais en Désolé Manu, hein, mais c'est pas être génial. Ouais, t'es séduit toi aussi. c'est fatigant. Mais en fait, c'est des choses qui se proposent à moi. Les gens viennent, est-ce que tu serais d'accord de faire ça? Je dis bah ouais, génial, je fais ça. Voilà, Bah donc. oui. Donc en fait, je vais pas à la recherche de trucs comme ça. C'est des gens qui viennent me voir, disent est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, je dis non. Mais ouais, c'est vraiment le pur hasard. Hein. C'est sur le chemin, ça se passe. Et tu trouves ton compte aujourd'hui en tant que prof? Parce que là, je vais pas dire que c'est quand même ce qui reste et c'est ce qui va rester maintenant. Tu gères ton club, tu as ouvert, donc maintenant tu as la salle à toi, que tu ne partages plus.
et maintenant, globalement, t'es prof. Voilà. Ouais, Et alors, un autre petit truc quand même que tu tiens, c'est que tu es donc le professeur de Julien Da Silva. ouais. Julien Da Silva, plus haut détenteur mâle du plus haut titre de jiu-jitsu brésilien français. Ben ouais, parce que je crois que c'est le premier. C'est le plus haut, c'est le plus haut. Je me demande si c'est pas le seul encore. C'est le Alors, il y a seul. Laurent chez les filles. Laurent qui a chez été- les filles et chez les hommes. chez- les oui, hommes, c'est chez Julien. Laurent, ça a été Donc, championne du monde adulte noir. Voilà, c'est ça. Alors, et donc, Donc, et donc Julien, c'est ceinture violette. Mais personne pour et- l'instant ne l'a encore détrôné. Voilà. Non, ouais. Peut-être Reda. Alors Il qu'on a aura- gagné le championnat du monde en ceinture violette. Ouais. Voilà. Mais t'as aussi réussi en tant que prof à monter des élèves et à en faire des champions. Ouais, et bah il y a. Mais j'en parlais tout à l'heure. Hein, En- je pense ouais. que en France, Pythagore, alors je vais pas dire peut-être la plus, mais je pense largement une des académies les plus titrées à l'international. Hein. Et il y en a un autre qu'on parle pas beaucoup, c'est Franck Hart. C'est vrai, on en a parlé à ce micro déjà. Et, Avec Alex d'ailleurs. moi, il je est pense. avec moi depuis l'âge de 8 ans. Avec Pythagore depuis l'âge de 8 ans. Et Et il est a- aussi à OG. Hein. il va beaucoup s'entraîner à Aoji. Oui, il va beaucoup aux États-Unis s'entraîner à Aoji. Et ouais, il a son propre jeu à lui. Et il est vraiment très très fort. Pour moi, en léger en France, c'est le meilleur. Et Mais il ne combat pas. Pourquoi il veut pas Et ben en fait, c'est que il bosse énormément. Il a créé sa petite entreprise. Son père, c'est des forains un peu. Ils vendent tous dans ce qui est matelas, oreiller. Ils font les hôtels, les gîtes et tout ça. Alors qu'est-ce qui te fait Et dire ils que c'est le bougent meilleur énormément. Excuse-moi, hein, mais s'il combat pas, qu'est-ce qui te fait dire Et que c'est le meilleur ben, c'est pas celui qui a le plus grand éventail technique, forcément, mais il fait tellement bien son jeu. Il a un jeu de. Alors, en tant que Guardero, il est très. Alors, en berimbolo, il le fait à la perfection, d'accord. Et il est très fort tactiquement sur le jeu de la 50-50. Et bah là, c'est une chose que je voulais lui demander aussi, qui travaille beaucoup sur ses passages de garde. Et là, il a vraiment bossé énormément les passages de garde avec Raphaël et Guilherme. Quand il vient, quand il est sur Bordeaux, il vient à la salle et on travaille certains points aussi. Non, mais quand tu dis c'est le plus pour toi, en France en tant que léger, c'est le plus fort. C'est ton donc ça c'est. alors, C'est je vais mon pas avis dire- je vais pas dire personnel. C'est que ton point de vue parce que ton C'est point de que vue- mon point de Mais vue. c'est ton avis C'est à mon toi, avis, voilà, ouais. c'est ça, parce qu'il a Ouais. jamais rien gagné. Non. Ok, voilà, mais parce qu'il a Mais- jamais tenté non plus. Hein, je dis Ouais. c'est pas négatif. Mais qui viennent aux France là, qui viennent aux France. Et il est ouais, quoi, mais- ceinture marron ou noir maintenant? Non, il est noir. Il est faut noir. qu'il se teste. Mais non, je pense pas. Il est vraiment dans son boulot. Hein. Il bosse Ah. vraiment. Quel dommage. Parce que Ah oui, mais alors ça il sert à s'était- quoi Il s'était préparé pour les mondes là et du coup il fait pas les mondes. Bon. Donc voilà, il fait passer le boulot avant tout. Ok. Ouais. C'est Mais c'est dommage, quelqu'un, ouais. c'est quelqu'un qui est très très modeste. Hein. Alors là, lui. On l'a rencontré. Hein. On l'a On était rencontré. là. Ah, vous l'avez déjà vu? Bon, On bah était- voilà. On était là ce jour-là, ouais. Enfin, on était là. Le jour où on C'est- est passé de voir, il était là. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'était un truc, c'était assez étonnant. Enfin, on en avait parlé après, Adri. J'étais assez étonné, c'est-à-dire que donc on débarque. Il y a 3, parce qu'il y avait David aussi, le chimiste, qui était avec nous. On était venu filmer Julien à ce Ouais. moment-là. Je m'en Et rappelle. on s'était dit, bah allez, on va rester au cours, ce qui était logique, même si on était crevés et tout ça. Et donc, quelque part, tu reçois 3 personnes extérieures. La logique aurait voulu que ce soit toi qui donne le cours, puisqu'on est venu voir Manu Fernandez, et c'est lui qui avait donné le cours. Ouais. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, c'est une belle preuve de. Vous êtes autant chez vous que tous les autres, en fait. C'est-à-dire que tu nous avais vus comme tout le monde, c'est-à-dire bah oui non, c'était Franck qui devait donner le cours, donc c'est lui qui donnera le cours, que Ouais. vous soyez là ou pas, quoi. Mm. J'avais trouvé ça hyper Ouais, mais cool, quoi. ça se passe comme ça en fait. Comme Franck, par exemple, il rentre des États-Unis, hop, il a un petit truc à nous apprendre. Bah tiens, Franck, tu prends le cours. Si Julien est là, il a un jeu spécial. Pop, tiens, Julien, voilà. J'ai un autre élève qui est spécialiste sur les clés de poignet. Bah tiens, tu fais le cours. Voilà, je laisse comme ça. J'ai ma façon d'enseigner, ma pédagogie, et c'est bien que les élèves voient aussi d'autres personnes, avec d'autres techniques, un autre jeu. Voilà. Moi, je fais un petit peu tout. J'ai pas un jeu spécifique. On dira pas, tiens, Manu Fernandez, c'est que de la Deglariva, c'est que du leg drag, ou c'est que du old school, ou c'est que du nouveau JB. Je fais un petit peu de tout parce que comme moi, je me place maintenant en tant qu'enseignant plus que combattant. La compétition, je le fais parce que j'aime bien combattre. Mais mon rôle, c'est surtout d'enseigner et de faire évoluer les élèves, les académies Pythagore. Et moi, je vais piocher un petit peu tout. Donc, j'ai envie de travailler du lapel. Si je veux l'enseigner, il faut que je travaille. Donc, tiens, je vais me mettre un thème, je vais bosser que du lapel. Voilà, et quand je vais bien réussir à les mettre en combat, jouer avec le lapel, je dis bon, bah allez, ça, je peux commencer à travailler sur ce thème-là, je vais l'enseigner. Ensuite, j'ai envie de faire, je sais pas moi, bosser que sur la De La Riva, je vais faire que de la De La Riva. Ouais, en fait, je vais piocher un peu partout, j'ai pas de style. Là. Et par contre, j'ai des élèves, eux, qui ont vraiment un style. Donc, ils l'ont bien développé, je dis bah ça, c'est bien, tu vas faire le cours.
Et t'apprends d'eux en fait, non? Et j'apprends de mes élèves, j'apprends de tout le monde. Même maintenant avec Internet, j'ai des ceintures blanches. Ah bah j'ai vu ça, j'ai vu cette technique, je peux te la montrer. Vas-y, montre. En fait, c'est voilà, je suis pas, c'est pas parce que je suis 4e degré que je connais tout. Ça te permet de redevenir un peu élève, Élève, d'être tout à prof fait. tout le temps. Tout C'est à c'est fait. pas un peu lourd, enfin je vais pas aller lourd, mais Sachant que être prof. t'as pas vraiment eu de prof en plus, toi, au final. En jiu-jitsu, non, puisque ouais. dès l'arrivée, je le voyais pas tous les 4 matins. Hein. Donc j'ai beaucoup Donc, c'est cherché tout logique seul. comme façon de fonctionner, en fait. Ouais. Ouais, ça fait très collège, Ouais. plutôt. C'est collégial plutôt que Mm. professoral. Je sais pas trop si c'est Ah français ouais, ce que je dis. j'aurais mais- aimé avoir de l'arrivée tous les Ouais. jours avec moi, hein, mais bon, c'était Ouais, pas non. possible. Oui, puis t'as Ouais. quelques élèves sérieux en plus, donc tu peux leur refiler les clés. Par contre, j'ai eu mes professeurs de judo, Oui, qui ça, étaient des gens vraiment compétents oui, mais ça c'est le judo en France, Mm. c'est quand même autre chose. et qui m'ont appris quand même pas mal de trucs. Donc. Ça doit te faire tellement bizarre pour toi aujourd'hui. Enfin, on l'a vu nous depuis un an et demi. Ça doit te faire tellement bizarre de voir, de témoin de l'évolution du jiu-jitsu brésilien et surtout de la façon d'être des combattants. Aujourd'hui, de plus en plus, dès une ceinture très jeune, on se met en avant très vite. Il y a tout un truc Ouais. comme ça. Ça doit te en plus, même de par ta façon d'être, hein, ça doit te faire tellement bizarre ce fonctionnement. Pour rebondir là-dessus, nous, quand on était passé de voir, c'était il y a 2-3 ans. Alors aujourd'hui, on est des grands experts, mais à l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose. Mais c'était drôle parce qu'on me disait, mais Manu, pourquoi on ne te voit sur aucun des réseaux sociaux, on ne te Ouais. voit pas? Tu te rappelles de cette discussion? Ouais, T'avais je dit, m'en rappelle, je mais m'en rappelle. on t'avait dit, il faut que tu crées un Facebook, il faut Ouais, que je tu m'en crées un rappelle. Instagram. Et depuis, ça a été fait parce que bon, tu t'es Ouais. mis parce que c'est J'ai un important. Instagram et Voilà, mais j'ai mon toi, à titre Facebook. personnel, mais surtout les académies qui sont probablement pas gérées par toi, Mm. mais c'était un truc genre, non, bah, je suis là. Quand tu nous as dit, j'ai 15 académies, je me rappelle, j'avais moi sur regardé, genre, mais tu le savais? Et genre, non, ah, ok, et bon. Ouais, moi ce que j'aime c'est sur le tapis. Hein. Enfin, donc, Et parce que c'est ça, parce que j'essaye de aujourd'hui- m'y mettre bien sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout, mais j'ai pas le réflexe. Parce que pour toi, aujourd'hui, voir par exemple, on a des ceintures bleues ou des ceintures violettes. Après, à partir de la marron, c'est un peu normal, je trouve, d'avoir une attitude. Alors, on dit toujours attitude de champion. Mais des ceintures bleues, des ceintures violettes qui, même s'ils ont fait des résultats, n'ont rien fait. Enfin, je veux dire, ceinture violette, ceinture bleue, on arrête encore peut-être demain quand on est ces ceintures-là, tu vois, Ouais. c'est pas... Et vu tout ce que tu as fait, ce que tu as traversé, ce que tu as construit dans le jiu-jitsu brésilien, ces attitudes aujourd'hui, tu dois voir ça tu dois voir ça de tellement loin. Ben, après, Nous, quand je te dis ça, c'est parce que par exemple, on en a, tu sais, on en a déjà parlé plusieurs fois, et on peut encore en reparler, des ceintures bleues, violettes un peu plus rarement, mais qui nous contactent et qui nous disent oui, voilà, on chercherait un sponsor, j'ai gagné un open de Valin, je cherche un sponsor. Et ça nous fait vachement réfléchir avec Adrien. Il y aurait pas eu ça, ça n'existait pas il y a 5-6 ans. Ça, cette recherche, cette chasse aux sponsors comme ça, dans une ceinture aussi basse. Et j'imagine que toi, t'es jamais passé par un truc comme ça. non, j'ai eu des sponsors, j'ai eu Kekorasa, j'ai eu Vanguard. C'était par tes j'ai eu preuves, Venom. parce que t'avais Ouais. réalisé. C'est ça que je veux Mais dire. ouais, Et pas par Non. juste la vie de tous les jours, par J'ai le lifestyle. démarché 0 sponsor. Ouais, j'ai pas démarché, ça me. Et comment tu vois, je reprends la question de Jamie, comment tu vois, toi, le jiu-jitsu actuel par rapport à ta génération? J'aime pas tout. J'aime pas tout. Je pense qu'il y a trop d'ego. Ça veut dire quoi, il y a trop d'égo? Bah, je pense que les gens se prennent un peu trop au sérieux. On dit aussi, moi je disais souvent dans les arts martiaux traditionnels, là, le gars est, enfin avec le Hakama et tout, le gars il est plus japonais que les japonais. Ouais. Et là je pense que le jiu-jitsu, il faut pas que ça devienne plus brésilien que des brésiliens ou plus américain que des américains. Mais c'est bon Voilà, l'ego c'est- quand même, c'est ce qui te pousse à aller vers les compétitions, tout ça. Il en faut un peu. Qu'est-ce que tu veux te dire Il en faut, par- faut pas qu'il soit quand même destructeur. C'est pas bon. Je pense que la compétition, c'est la plus petite partie du jiu-jitsu brésilien. C'est la plus petite partie. Ce qui est Ça, c'est intéressant. Alors attention, je soulève un truc. Hein. c'est une vitrine pour un club, par exemple, d'avoir un grand champion et tout. Mais c'est la petite partie. Moi, j'ai ce côté martial qu'on m'a enseigné et qui restera toujours. Et la compétition, moi j'en fais, j'adore ça. Hein. J'ai été un grand compétiteur et j'adore toujours ça. Je pousse mes élèves à faire de la compétition. Mais c'est la petite partie, c'est un test. C'est le quoi la test. grande partie alors? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art de vie, c'est un mode de vie. C'est je me lève le matin, je me sens bien, je vais faire mon yoga, je vais me balader, j'écoute les oiseaux. Hop, tiens, je vais faire mon jujitsu, je retrouve mes potes, je bois une bière, un café. Voilà. Oh merde, j'ai encore dit bière. T'as encore dit bière. T'as encore dit bière. Non, mais voilà, le jujitsu, c'est ça. Alors que certains ne voient le jujitsu que par le côté compétition.
Le côté compétition est lié au business. Moi, je connais aussi, beaucoup de non gens. Oui, bah il y a Et ce donc le côté-là. business a l'argent et voilà. Mais ouais, mais et puis il faut pas voir que la compétition, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Parce qu'à un moment, on vieillit et tout. Si on a tout basé sur la compétition, des fois, on peut se dire bon bah je gagne plus. Surtout en France. J'arrête. hein. Bah, j'arrête parce que je États-Unis, gagne c'est- plus. En France, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais C'est une fois normal que que tu gagnes plus. Tu peux pas avoir 20 ans comme tu peux pas être comme il y a 20 ans ou comme il y a 10 ans. C'est obligé. Le niveau évolue, les gens évoluent, ceux qui arrivent, ils ont les dents plus longues, ils veulent gagner ça. C'est normal que tu gagnes plus. Alors si tu as tout basé sur la compétition et que tu te dis bah moi si je perds j'arrête, bah c'est que t'as pas compris le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'est un art de vivre, c'est apprendre à se connaître soi-même. Donc apprendre à dépasser ses limites, à savoir où tu en es, savoir la persévérance, à continuer malgré, je suis pas le meilleur, mais je continue d'apprendre, d'évoluer. Donc quelqu'un l'humilité, aujourd'hui, un jeune qui te dit aujourd'hui, qui vient de voir et qui te dit, écoute, j'ai vraiment envie de réussir dans le jiu-jitsu brésilien, là, mes parents m'aident, je me donne 1 an pour voir ce que ça donne. je vais l'encourager, mais je vais lui enseigner autre chose aussi, sans Parce lui que dire, s'il sans te lui dit, dire je me donne 1 forcément. an, ça mais ne veut je vais- rien dire, je me donne 1 an d'après tout ce que tu dis. Ça peut pas être en 1 an que tu peux Ah bah voir. non, mais il arrive moi, il y en a, ils arrivent au MMA par exemple. Tu penses que je pourrais combattre dans combien de temps? Je sais pas, entraîne-toi d'abord, puis on va voir. D'accord. Ouais. Voilà, c'est Je te le pareil dis en dans jiu-jitsu. 6 mois quoi. Voilà, c'est. Je dis ça, mais après, je sais très bien que je ferai pas combattre quelqu'un dans les 6 mois. Mais voilà, mais je me donne 1 an pour m'entraîner à fond, ou quelqu'un qui pratique déjà un petit peu. Il dit là, j'ai arrêté mon boulot, je me donne 1 an à fond dans le jiu-jitsu pour. Je dis ouais, c'est génial. Je vais tout faire pour l'aider à aller le plus loin possible. Mais je vais lui dire à côté que je lui dis tout le temps, pas lui personnellement, mais je prends pas à partie un élève tel élève. Je dis salut. Je dis, vous savez, la compétition, c'est la petite partie du jiu-jitsu. L'idée, c'est d'être ensemble, transpirer, partager des choses. Voilà, je fais mon discours un peu pour tout le monde, en essayant dans ma tête de viser une personne pour qu'il le comprenne. S'il le comprend pas, je le redirai encore, je le redirai jusqu'à temps Tu que... rabâches. Exactement. C'est marrant, tout ce que tu dis là, ce sont des paroles qu'on a déjà entendues 1000 fois. Le star de vie, ça c'est un peu, attends, c'est un peu, on l'a déjà entendu très galvaudé, l'art de vivre, machin. Mais en fait, tu l'expliques d'une façon où là ça a du sens. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais au-delà des mots, je comprends toute la philosophie derrière. Voilà. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport moderne, d'accord. On a des kimonos patchés, des fois on met de la musique sur l'entraînement. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vivre avec mon temps, de faire ce jiu-jitsu moderne, donc avec de la musique pendant l'entraînement, les kimonos patchés, des blagues et tout. Mais La je bière, garde ce côté martial. Et j'y reviens de plus en plus là par rapport à l'ego que je trouve certains, etc. J'essaie de remontrer comme l'éducation d'un maître japonais. Tu rentres au doigt là, tu franchis la porte du dojo. Hop, voilà, c'est ta salle d'entraînement, tu la respectes. Tu mets pas ton papier de strap là par terre. Quand tu là, à la fin du cours, tu passes le balai, l'aspirateur, tu cinces. Voilà, il y a ce côté-là, le côté un peu martial, traditionnel, mélangé avec le moderne. Voilà comment moi j'aime mon école. Et tu te vois ça faire, donc tu faisais 47 ans, tu te vois ça faire ça encore 15 ans jusqu'à ta retraite. Bah oui, il y a un grand maître de judo qui est décédé, Shozo Awazu, il était encore sur le tapis alors qu'il avait du mal à marcher. Ouais, moi je me vois... Sans hésiter, hein. Tu réponds oui bien sûr Oui, tout de suite. Oui. Ok. Mais il a pas le choix. De toute façon, aujourd'hui, entre 23 et 24, tu savais plus combien exactement d'académies à travers le monde, des élèves qui comptent sur toi. T'es obligé maintenant. T'as Ouais, pas le choix de après, continuer. Je continue, ouais, après... Comme t'as été là pour tes enfants. Je sais très bien comme que... t'as été là pour... C'est normal. Quand tu disparais, ça disparaît avec toi aussi. Hein. On essaie de faire tenir un petit peu, mais quand tu disparais, c'est comme les mandalas, je crois, que font les bouddhistes. Ils prennent des heures à faire. Dès que c'est fini, ils effacent tout. Voilà, c'est cette... Le jiu-jitsu, ça sera comme ça. Tu vas pas transmettre après alors toi demain parce que j'aimerais bien si un élève reprend le flambeau et tout, c'est génial. Ça se fera, mais je suis pas sûr que. Ouais, t'en as aucun assez doué jeu. autour de toi pour reprendre si, ça. si, Non, il y franchement, en a aucun. même qui seront même Genre- plus doués que moi. Mais je suis pas sûr. C'est du boulot et chacun veut faire sa vie aussi. C'est normal. Donc j'oblige pas. Là, pour ce côté-là, je serais pas un peu comme les vieilles écoles traditionnelles japonaises où l'héritier, c'est une contrainte. Il y a une personne à Bordeaux qui est encore comme ça. À Bordeaux, il y a l'école de Michigami.
Aku Michigami, 9e dan, qui était vraiment très haut placé dans la vie japonaise hein, et qui a développé le judo en France. Et son héritier, c'est Bruno Robert. Voilà, on n'entend pas parler. Il doit être 2e ou 3e dan, mais autant vous dire qu'il faut largement le 9e dan. Mais en fait, les grades, il s'en fout. Il s'en fout, mais par contre, lui, c'est l'héritier de Michigami. C'est lui qui a repris l'école de Michigami à Bordeaux. Et quand, avant de partir, Michigami a dit promets-moi de tenir le club jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Mais c'est une contrainte là. Ah oui, plutôt oui. C'est une contrainte parce que lui, il voudrait peut-être, mais par respect envers son maître, il le tient. Donc, moi, je dirais pas ça pour Pythagore. Il dit si j'ai un élève vraiment qui est à fond avec moi, Est-ce qu'il y en a un qui est chaud? il dit voilà, tu reprends Pythagore et tu le développes Tu jusqu'au reprends bout. la tireuse à bière. Là, ça, par contre, je peux trouver des héritiers. Mais voilà, c'est pas ce côté-là, non, je pense pas. Je pense que si, quand je partirai, ou mon frère, voilà, bah, je pense que Pythagore partira avec, je pense. Il y aura mes filles. Ah, voilà. À pratique, mais bon, elles auront autre chose en tête, je pense. Et bah, C'est pour ça que je ouais. dis, faut l'ego et tout, c'est, enfin, faut, c'est le jiu-jitsu, c'est retrouver des potes. C'est retrouver des potes. Je crois qu'on pourrait pas trouver de plus belles, C'est magnifique. de plus belles conclusions à tout ce qui a été dit là. Franchement, merci beaucoup, Manu. Je Merci suis, à vous, hein. Ça hyper m'a fait content de super cette heure et plaisir. demie qu'on vient de passer ensemble. Ouais. Vraiment, Ça vraiment. faisait un moment aussi qu'on parlait pour se voir et tout. C'était vraiment, je suis vraiment content. Ouais, il était temps. Ouais. Mm. Bah, merci énormément, Manu. Le Super plus moment. beau, c'est quand même Manu hein, sur les trois, mais. Il est derrière, il a pas de micro, il a Non, mais rien à lui, dire. il rit parce qu'il sait que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Merci Non. beaucoup, Manu. C'était cool. Et ben, merci à vous pour cette interview. On va aller C'était se boire génial, une bonne super marrant. bière. Et ben, j'espère bien. Et Ça ben, m'a fait j'espère hyper bien. plaisir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Bon stage ce soir donc au RNK. Ouais, RNK, qui ouais. est qui est donc un de tes clubs affiliés. Voilà, Sur Paris ici. dirigé par Akiolong. Voilà, il y a donc tout sur Facebook, vous trouvez Pythagore, vous avez tous les clubs affiliés dans votre région. Tu as un Facebook aussi perso, Emmanuel Fernandez. Ouais, Emmanuel Fernandez. Ouais. Sur lequel tu acceptes tout le Ouais, monde, tout tu le n'as monde, pas ouais. de problème, tout ça. Et si tout les va gens bien. sont de passage sur Bordeaux, vous êtes tous les bienvenus à l'Académie Pythagore. Exactement. Salut à tous les petits castagneurs, à la prochaine. Les amis, amusez-vous bien et surtout faites attention à vous. Ciao. Bis.